Bonsoir à tous les astrophiles, à tous les astro-amateurs, les astro-sages, les astro-spirinautes comme moi qui voyagent dans les astres. Les astrosophes aussi, j'aime bien, ça c'est ceux qui cherchent la sagesse des astres. Tous ceux donc qui lisent le message du ciel pour essayer de contrer la déstructuration et la folie actuelle des hommes sur ce monde, parce qu'il y a vraiment des messages dans le ciel qui parlent. C'est ce qu'on appelle une science de l'âme, c'est-à-dire quelque chose qui contient des preuves, une méthodologie, et qui, contrairement à ce que disent les scientifiques, qui essayent de démolir cette science en présentant que c'est pas une science, si, à partir du moment où il y a une méthodologie, qu'on retrouve des invariants, que ces invariants, en les appliquant systématiquement, on peut obtenir un sens, un discours qui sur la matière, enfin c'est pas sur la matière en l'occurrence, c'est plutôt sur les énergies, la vie, qui tient la route et qui en plus montre après coup que c'est vérifiable, à condition que ce soit des bons astrologues évidemment. Eh bien on est en présence de quelque chose qui est digne d'être étudié et digne d'être entendu. Et évidemment je n'ai jamais vu quelqu'un qui était contre l'astrologie me prouver qu'elle était fausse. Pour la bonne raison que j'ai commencé à devenir astrologue en essayant de faire ça de toutes mes forces, tellement j'étais persuadé que c'était, ce qu'on me disait, c'était une espèce de charlatanerie, etc., où on faisait croire aux gens qui faisaient partie de, oui, ce que j'appelle les horoscrotes, c'est pas du tout quelque chose qui est valable, il n'y a pas des millions de personnes dans le même signe, mais quand on commence à monter les thèmes et qu'on commence à regarder où chaque point du thème est et qu'on sort toutes les définitions, on est surpris de voir qu'en fait il y a vraiment une extrêmement grande cohérence dont les politiques, les penseurs, les philosophes, même les écrivains actuels devraient bien s'inspirer parce que ça leur permettrait d'être un peu moins bêta devant les catastrophes qui s'annoncent et qui s'enchaînent parce que personne ne fait rien. Pourquoi personne ne fait rien? Parce que personne ne sait quoi faire, personne ne sait quoi faire. Pourquoi? Parce que personne ne pense la structure des causes sous-jacentes à ce qui se passe. Personne n'arrive à les penser, sauf certains esprits très évolués, et qui eux, quelquefois, contrairement à ce qu'on croit, sont adeptes, en secret évidemment, ils ne le disent jamais, de l'astrologie. C'est très courant. Voilà, donc c'était une petite introduction pour démolir un peu qu'en dira-t-on autour de la pratique de la discipline astrologique qui sont assez lamentables et de plus en plus. C'est-à-dire, je pensais que ça évoluerait dans les 10 dernières décennies, au fur et à mesure que l'esprit de la conscience s'ouvrirait, mais non, c'est pas ça qui se passe. Il y a de plus en plus de mauvaise foi, de critiques. J'avais dit une fois que je ferais tout un enregistrement de démonstration scientifique de l'astrologie, ce que je peux parfaitement faire. Malheureusement, il faudrait pour cela mettre comment on appelle ça, des références, quoi, donc c'est tout un travail qui doit être fait sur Internet. Or, de par ma maladie de trouver personnalité, je ne peux plus aller sur Internet correctement. Donc je le ferai dès que j'aurai trouvé un endroit où je peux vivre sans être en danger de mort. Voilà. Je rappelle qu'actuellement, que je cherche toujours un endroit, une zone blanche, si vous en connaissez une, avec une maison, une ferme, ça peut être une exploitation agricole, dans une vallée à acheter, où il n'y ait pas d'onde, pour pouvoir survivre à l'irradiation permanente qui est faite actuellement en France. Et tous les EHS sont déportés sans leur demander leur avis, contre la définition des droits de l'homme, et sont exterminés à petit feu par irradiation successive dans les endroits où ils vont se réfugier. Donc ça c'est pas dit, mais il serait temps que tout le monde s'en rende compte. Et voilà. Donc je termine sur cette grande parenthèse en entrée, mais comme souvent je le mets en fin d'enregistrement, les gens n'ont pas le temps de l'écouter parce qu'ils écoutent le début, voilà, c'est dit. Donc mettez un message si jamais vous connaissez un de ces endroits dans la région Grand Ouest, tout du côté de la façade atlantique, quoi. Pas trop au sud, mais voilà, une petite vallée, une maison, une ferme dans une vallée où ça capte pas. Et je serai toujours preneur pour faire un projet humanitaire extrêmement important à faire pour sauver beaucoup de vies. Voilà. Mais ce projet est tout à fait possible, il s'appelle les Spirinotés. J'en reparlerai une fois aussi.
Voilà, on va démarrer sur cette nouvelle lune qui a lieu donc le 27 mai 2025. Alors comme d'habitude, je recommande pour les pleines lunes de méditer un jour avant, pendant et les jours d'après, ou même 2 jours avant, pendant et 2 jours après, puisque c'est des moments où il y a une très très forte conscience spirituelle qui se manifeste. Pour ceux qui méditent tous les jours, il faut essayer de méditer un petit peu plus ces jours-là, augmenter la quantité. Pour ceux qui méditent pas, ça peut être une bonne entrée en matière que méditer au moment des pleines lunes, parce que ça, et on est poussé au cul, j'ai envie de dire, il y a quelque chose qui se soulève à l'intérieur qui fait qu'on est plus apte à, si on ne s'excite pas trop, parce que la pleine lune est très excitante aussi pour l'émotionnel, si on est au calme et qu'on peut se retirer en soi-même, on peut avoir de très belles expériences naturellement, on va dire. Par contre, la nouvelle lune est plus difficile, la méditation en nouvelle lune est peut-être plus difficile en apparence, parce qu'il n'y a presque pas d'énergie, la lune meurt, donc les fonctions biophysiques semblent se ralentir, se figer, s'arrêter, diminuer. Donc pour les gens qui sont malades, il y a une impression de manque d'énergie, de faiblesse. On a moins tendance à vouloir sortir, aller voir les copains, on a tendance à vouloir un peu rester chez soi à bouiner, comme on dit, parce qu'on en a marre, quoi. On a envie de se reposer, il faut bien dormir. Mais par contre, ce qu'il faut surtout pas oublier, c'est de méditer à l'heure même de la nouvelle lune. Alors là, c'est un peu difficile, je suis désolé, c'est pas moi qui choisis les horaires, c'est le ciel, c'est le cosmos. Le cosmos, c'est le cosmos tel qu'il est établi par les planètes, c'est ce que j'appelle le langage de Dieu. Alors pour ceux qui n'aiment, les sons, comme disait le chanteur Maurice Bédin, les sons, ceux qui appellent Dieu, nommer Dieu, et ceux qui ne nomment pas Dieu, ne pas le nommer. Chacun a le droit de voir ça comme on veut, puisque le mot Dieu a tellement été utilisé comme une matraque pour taper pour tous ceux qui essayaient de modifier un petit peu les choses pour les améliorer, les révolutionnaires, les libertaires et tout ça, qu'il veut des fois plus rien dire, et que ceux qui le brandissent sont des fois ses pires ennemis. Mais disons que, voilà, juste pour dire que d'un point de vue de ce qui se passe maintenant, à chaque nouvelle lune, je veux dire, un message est donné pour un mois à toute l'humanité. Ce message, vous pouvez l'entendre pendant le moment même de la nouvelle lune, donc à 5h02 du matin, ce 27 mai 2025. Alors soit vous mettez un réveil pour méditer pendant un quart d'heure avant et puis 5-10 minutes après, histoire de, voilà, puis vous vous rendormez, ou alors pour les couches tard, vous ne dormez pas, vous vous couchez après, pour les lève tôt, voilà, vous vous débrouillez pour... Enfin bon, c'est très intéressant de ne pas louper, à chaque fois qu'on loupe une nouvelle lune, on loupe l'intégration d'un message cosmique en soi-même. Et évidemment, comme en ce moment ça fait pas tellement de cadeaux, j'avais déjà expliqué plusieurs fois qu'il y a une espèce de séparation lente qui se fait, enfin lente, tout est relatif, assez rapide en réalité du point de vue cosmique. Du point de vue de l'histoire de l'humanité, c'est assez lent, on aura envie que ça ait lieu plus vite pour qu'enfin on voie clair, mais disons du point de vue de l'histoire humaine qui est plus rapide que toute l'histoire de l'humanité, ça va quand même assez vite en ce moment, c'est-à-dire qu'en fait il y a une séparation qui se fait entre le bon grain et l'ivraie, qui se fait toute seule, entre, disons, ceux qui sont volontaires pour toujours essayer d'avoir raison, obéir à la peur, à l'orgueil, aux manipulations de pouvoir, aux mensonges. Ceux-là sont de plus en plus visibles, sont de plus en plus repérés et deviennent vraiment les vedettes en même temps, ceux par qui tout le monde a envie de voter pour eux, d'être attiré par leur puissance, puisque c'est vraiment le message dominant actuellement, celui qui ment, qui manipule, et le gagnant, on le voit très bien avec Trump, là, c'est-à-dire le pouvoir est aux riches, aux puissants, à ceux qui mentent et qui manipulent. Et en même temps, grâce à cette venue de Trump qui manifeste par sa folie cette espèce d'antéchrist maximal que Poutine avait déjà manifesté depuis 1999, je rappelle. Donc ça fait un bout de temps que c'est en route tout ça, mais disons que ça commence, les 4 cavaliers de l'Apocalypse commencent à se mettre en place de manière très très claire. Et c'est ce qu'avait annoncé Nostradamus, le grand roi des frayeurs, qui descendra pendant l'éclipse de 99. Il avait donné la date. Tout le monde croyait qu'il y aurait une guerre mondiale à ce moment-là. Non, c'est pas. C'est les racines de la guerre mondiale qui sont là, si on veut, dans le sens que c'est une guerre mondiale qui sera la guerre de tous contre tous. C'est pas forcément une guerre, l'apocalypse nucléaire comme on le pense. Ça va être plutôt une destruction des démocraties, une destruction de ce que l'humanité porte de meilleur. Et donc c'est encore plus dangereux. C'est-à-dire c'est une guerre de chaque individu contre chaque individu. Ça devient totalement ridicule à force d'ignorance et de stupidité et d'autodestruction de l'humanité par elle-même, de suicide de l'humanité. Donc ça,
si vous voulez contrer ça, méditez aux nouvelles lunes, vraiment. Méditez aux nouvelles lunes, faites envoyer au moment où le germe est planté. Le germe est planté au moment où la lune passe exactement sur le soleil, comme chanter traîner, le soleil a rendez-vous avec la lune. C'est plutôt l'inverse, c'est la lune qui a rendez-vous avec le soleil, et lui il rentre dedans, et puis elle capte le nouveau germe, et le nouveau germe donne son message. Alors pour ce 27 mai, quel est ce message? Alors il est en France, cette nouvelle lune est en maison 1, c'est-à-dire la maison du mois de la France, donc un peu du gouvernement, tout ça. Donc il y a une nouvelle donne qui est donnée. L'ascendant est en Taureau. Et donc cette nouvelle lune conjoint à Mercure en début Gémeaux. Mercure il est chez lui en Gémeaux, et Jupiter est à la fin du Gémeaux. Donc on est un peu chez Jupiter aussi, c'est-à-dire ce Jupiter en Gémeaux qui n'arrête pas de faire des bêtises, dans le sens que il manifeste il manifeste pleinement dans tous les domaines le goût de l'être humain pour le mensonge, pour les faux semblants, pour les magouilles, pour le plaisir, la corruption en général de la conscience par le mental humain. Et donc on est amené avec Jupiter en Gémeaux, qui je rappelle est en exil, à voir pleinement la grande différence qu'il existe entre le mental humain, et aussi intelligent soit-il, même s'il est HPI, et la conscience qui serait le Jupiter s'il était en Sagittaire, c'est-à-dire la capacité de se servir de l'expansion par la recherche, par la connaissance, par la lecture, par la recherche d'indices et de maîtres spirituels et d'indices de sagesse. Eh bien, voilà, c'est l'inverse que fait le mental. Lui, il cherche des infos, il va surfer sur le net, tout ça. Donc on a vraiment une espèce de dispersion maximale du mental dans toutes les directions. Évidemment, on peut penser à l'IA, l'idiocratie artificielle, j'appelle ça, qui est en train de tout envahir et qui augmente encore ce phénomène de dispersion mentale, soit dans les jeux vidéo, soit dans des requêtes stupides qu'on fait à ChatGPT, tout ça. Jean Covici a dit à un moment donné que l'IA ça lui a été reproché, mais à bien à tort, c'est que l'IA était en train de devenir un gadget qui nous obligerait à consommer beaucoup de centrales nucléaires, tout ça pour faire des requêtes stupides. Allez, vas-y, ChatGPT, dessine-moi un mouton sexy qui a le bas du corps de Marilyn Monroe et le haut du corps de Che Guevara. Enfin, peu importe, n'importe quoi comme délire qu'on pourrait faire avec son mental, histoire de rigoler un coup. On va bousiller la planète pour ça, parce que chaque requête donc de ChatGPT ou de l'IA, ce qui n'est pas la même chose, hein, mais chaque requête va manger 10 fois plus d'énergie qu'une question qu'on pourrait poser à Wikipédia ou à Google. Donc ça montre la catastrophe vers laquelle on va au niveau planétaire, la seule solution possible, ce serait qu'on diminue notre empreinte CO2, et là on est en train d'augmenter à toute vitesse, d'où la nécessité de faire des centrales nucléaires partout, qui là aussi ne sont pas du tout une solution au CO2, parce qu'on ne voit pas, à part le fait qu'il ne sort pas de CO2 des cheminées des centrales nucléaires, ça c'est sûr et certain, puisque c'est de la vapeur d'eau, mais par contre, tout ce que ça nécessite comme structure autour, les milliers de tonnes, les milliards de tonnes de béton que ça sème dans le monde entier, tout ça évidemment accroît très bien la CO2, donc c'est absolument pas une solution pour sortir de la crise climatique comme on nous le chante en France, pour surtout faire aucun effort réel pour aller vers le changement de modèle, ce qui est la seule solution, le changement de modèle social, sociopolitique. Voilà, bon ça j'en avais déjà parlé, et là ça va en reparler un peu, mais disons que ce qui va apparaître là, c'est que bon, le Gémeaux est maximal, l'énergie va se répartir à un maximal, c'est un peu le printemps, ça excite, les esprits s'excitent. Mais ce qui est fort, c'est que c'est sextile à une conjonction Saturne-Neptune en Cérès en Bélier, et Bacchus qu'il faut rajouter bien sûr, nous l'oublions pas celui-là, bien que la plupart des astrologues l'oublient actuellement, parce que c'est normal, parce qu'ils n'ont pas fait ces recherches, ils n'ont pas fait ces travaux de recherche, quels sont les points fictifs, les points hypothétiques, on appelle ça les planètes hypothétiques, qui pourraient avoir un sens de validité, ou est-ce que d'office on pense que toute planète hypothétique est fausse, puisqu'elle n'existe pas, donc c'est faux forcément, c'est une invention. Je signale que la plupart des inventions qui ont été faites récemment pendant tout le XXe siècle, qui sont basées sur la physique quantique, sont des inventions pures de l'esprit, et n'ont manifesté leurs preuves physiques beaucoup plus tard. Donc en astrologie c'est pareil, il se trouve que l'astrologie étant une science de pointe aussi, subit les mêmes évolutions extrêmement curieuses, et que je suis, ayant été formé
très jeune à la physique nucléaire et tout ça. Je suis l'un des pionniers sans orgueil, hein, simplement parce que, ayant assisté à des colloques en astrologie, j'ai remarqué, je suis l'un des pionniers de cette nouvelle astrologie que Jean Billon avait lancé à son époque, avec l'univers des astéroïdes, le fameux bouquin L'univers des astéroïdes, qui est presque introuvable maintenant, qui est un bouquin qui est reconnu maintenant par beaucoup d'astrologues au niveau international comme étant absolument génial, et qui est recopié maintenant plus ou moins par d'autres astrologues. Voilà, bon, on va pas rentrer en détail, simplement savoir que les planètes hypothétiques je les utilise, et j'ai fait le tri pendant des années de recherche entre celles qui sont hypothétiques et effectivement un peu fantaisistes et qui ne donnent rien du tout quand on les fait passer sur les thèmes, et celles au contraire qui de manière très très surprenante marquent les thèmes des personnes de manière très forte. Et j'ai pu creuser comme ça plusieurs planètes, dont une qu'on appelle Proserpine, qui est identifiée comme Corée dans les logiciels Auréas. C'est dommage qu'on l'ait appelé Corée, parce que son vrai nom c'est Proserpine, c'est ce que Jean Carteret avait annoncé. Et il faut surtout pas la chercher sous le nom de Proserpine, parce qu'elle n'est pas du tout au bon endroit. Il faut la chercher sous le nom de Corée. Et quand on la cherche sous le nom de Corée, elle n'a pas non plus les significations qu'avait donné Robert Amblin dans son bouquin la 10e planète, Corée, la 10e planète, qui est intéressant à lire, mais qui est très très dépassé au niveau de la recherche. Au niveau de la recherche, on peut dire maintenant qu'on sait ce que vaut. Alors il y avait Jean Delarche aussi qui un peu comme moi aime bien étudier ces nouveaux corps, mais qui s'est un peu trompé, il se trompe à chaque fois, pour ces restes c'était pareil, sur les domiciles d'exaltation de ces nouveaux corps. Bon, les pionniers essuient toujours un peu les plâtres, donc je lui en veux pas, il a eu l'avantage d'en parler quasiment en premier, mais le problème c'est que ces recherches sont pas abouties. Et donc si on regarde ce que dit vraiment Proserpine, eh bien, on s'aperçoit que ces domiciles sont non pas en taureau, mais en balance, et que son exaltation est en gémeaux, et donc c'est très intéressant hein, qu'on ait vu l'avènement de l'internet et de tous les réseaux sociaux et tout ça, pendant que Proserpine traversait le gémeaux. Maintenant, Proserpine en cancer, on voit l'avènement des processus du féminisme, de l'écoféminisme et tout ça, c'est très intéressant. Alors, donc, ce que je voulais dire sur la planète hypothétique, c'est que Bacchus est en bélier, et le fait que tout d'un coup Saturne arrive enfin en bélier, ça va pas simplement vouloir dire Saturne rentre en bélier, ça va vouloir dire Saturne rentre avec Neptune en bélier, ce qui est très différent, et il vient se rapprocher de ce Bacchus qui est quand même une note clé du monde actuel. Je rappelle, c'est une dominante chez Musk, chez Trump, chez Poutine. Il semble marquer cette espèce de passage antéchristique qu'on peut appeler une forme d'apocalypse, c'est-à-dire une révélation de ce qui est caché, c'est-à-dire une révélation de tout ce qui est contenu encore dans l'être humain datant de l'ère précédente, l'ère des poissons, qui est terminée d'après mes calculs, qui est vraiment terminée depuis pas mal d'années d'ailleurs, mais le temps qu'on en sorte, il va y avoir des gens qui veulent rentrer dedans, qui sont déjà dedans, et ceux-là travaillent avec la conscience, travaillent avec de nouvelles manières de voir l'humanité comme potentiellement une fraternité, et puis tous ceux qui sont liés au système, parce que le système reste collé beaucoup plus longtemps sans être détruit. Enfin, une civilisation s'écroule en décadant, je sais pas comment dire, en sortant petit à petit de son équilibre structurel maximal, où il y a des pouvoirs sont bien installés, les hiérarchies sont parfaites. Le poisson pourrit par la tête, disait Mao. C'est-à-dire qu'en fait, les gouvernants commencent à être de plus en plus pourris. C'est ce qu'annonçaient les Védas. Il disait les gouvernants seront, la plupart des gens choisiront leurs gouvernants et les préféreront quand ils seront des bandits ou des gens corrompus ou des voleurs. C'est vraiment ce qui se passe. Que vous regardez tous les pays du monde, les gens élisent des gens d'extrême droite qui sont les pires, les gens les plus corrompus. Les néolibéraux sont un peu l'extrême droite aussi, dans le sens que eux c'est l'extrême droite du fric, c'est pas l'extrême droite populiste, c'est l'extrême droite du fric, mais enfin tout ça c'est un peu blanc bonnet et bonnet blanc, c'est des gens très corrompus, on a vu récemment avec le procès de Marine Le Pen, et donc et par contre ces prophéties des Védas disaient que par contre les sages, les yogis, tout ça se retrouveront comme des mendiants, c'est-à-dire comme des mendiants, c'est-à-dire qu'en fait ils n'auront même plus des fois le droit de pouvoir survivre normalement, ils seront isolés du reste de la société comme étant non aptes à s'y intégrer. J'ai vu des jeunes actuellement qui des fois
sont tellement dégoûtés par ce qui se passe dans le monde du travail, dans le monde du capitalisme et tout ça, ils disent mais moi je veux une vie qui a un sens, et du coup ils démissionnent, ils cherchent autre chose, puis ils trouvent pas, ils se trouvent carrément mis en dehors du marché du travail, avec bon la désespérance qui peut aller avec, tout simplement parce que c'était des âmes pures, et ils voulaient vraiment faire quelque chose de bien pour l'humanité, pas être comme ça, un mercenaire du capitalisme, ce qui est demandé à tous les gens maintenant dans toute ANPE, enfin toute, on appelle ça Agence France Travail maintenant, il faut dire, qui se respecte, c'est ça, on demande est-ce que tu veux vraiment devenir un valet servile du capitalisme? Oui, alors c'est bien, tu es quelqu'un de sérieux, voilà. Ah, tu ne veux pas? Ah, oh, quel vilain personnage, quelle vilaine personne tu fais, à ne pas vouloir t'intégrer, tu veux donc être un parasite, parce que les multimilliardaires sont pas des parasites peut-être, les vrais parasites c'est évidemment les multimilliardaires, c'est pas les pauvres gens qui essayent de trouver un endroit où ils peuvent s'insérer et que ça leur plaise et s'épanouir. Bref, on est dans une civilisation extrêmement destructrice pour ce qui est humain dans l'être humain, et qui essaye de faire de chaque être humain une espèce de robot. Donc, il faut des solutions à ça, et donc Bacchus et l'exagération de ça, c'est-à-dire que Bacchus va représenter en bélier, il est violent, il y est rentré depuis 44 ans exactement, hein, et donc des années 80, donc au moment où le néolibéralisme, 81 à peu près, au moment où le Reagan et Thatcher créent une espèce de mouvement néolibéral mondial, donc il va favoriser la financiarisation de l'économie, et on voit que c'est la violence, que le meilleur gagne, quoi, c'est la violence de la compétition en tout azimut, donc une planète qui favorise la violence, dans un cadre où en fait il nous est demandé d'évoluer vers une humanité plus solidaire, plus unifiée. Donc tant que Bacchus est en bélier, il va faire une espèce de destruction, de concassage de toutes les structures qui pourraient permettre qui ont permis en fait dans les 2 derniers siècles, dans les 3 derniers siècles, à la démocratie d'être un modèle pour pas mal de pays, même si beaucoup ne l'appliquaient pas. Hein. Voilà, donc cette conjonction Saturne-Neptune qui s'approche de Bacchus, beaucoup d'astrologues vont l'interpréter traviole. Pourquoi? Parce qu'on ne voit pas que ça s'approche de Bacchus. On va interpréter seulement Saturne-Neptune. Donc je vais le faire avec vous si vous voulez. Saturne arrivant sur Neptune, il y a l'idée d'un nouvel idéal. Je rappelle que la dernière conjonction de Saturne avec une planète, c'était celle de Saturne à Pluton en fin 2019, qui a donné le fameux Covid-19, c'est-à-dire Covid 2019, c'est-à-dire une espèce de coup de barre moral et philosophique dans la gueule de toute l'humanité, avec cette espèce de virus échappé d'un labo, dont personne n'a voulu nous dire ce qu'il en était, dont tous les États sont dépêchés de planquer tout ça parce que eux-mêmes étaient la main dans le sac à ce niveau-là. Il y a eu une paranoïa terrible qui a été augmentée par les médias de cette maladie mortelle. Bon, c'était pas la peste noire quand même. Hein, je rappelle que la peste noire 1315, elle a tué la moitié de la population mondiale. Bon là, on a eu quelque chose comme 3-4%, bon c'est pas énorme. Il y a eu des annonces de fait, enfin bref, ça a été terrible ce moment-là. Et puis il y a eu cette espèce d'expérimentation sauvage des ARN messagers, parce qu'il fallait vite faire et trouver un truc. Faut dire que bon, on n'avait pas tort de se croire en danger, puisque ce virus était effectivement dangereux, surtout pour les personnes âgées. Mais disons qu'on a pris des remèdes des fois 10 fois pire. Et il y a eu une foire d'empoigne plus ou moins paranoïaque entre les tenants du vaccin, les opposants au vaccin. Une foire d'empoigne qui a créé une énorme paranoïa. Moi, j'ai pas voulu rentrer dans le débat, bien que j'ai des éléments très très nets pour savoir ce que valaient ces vaccins qui n'étaient pas des vaccins, en fait, qui étaient une expérimentation de l'ARN messager, qui avait déjà été dénoncé comme étant possiblement transcrit dans l'ADN par le professeur Montagnier, qui est mort d'ailleurs pendant cette époque-là. On peut dire bizarrement, moi je ne faut pas être trop complotiste non plus, mais bon, disons qu'il avait très bien décrit pourquoi l'ARN messager pouvait se transcrire sur l'ADN, et donc il était très dangereux de faire des thérapies géniques. Or, c'est le nouvel Eldorado, donc il faut dire partout les thérapies géniques vont nous sauver de toutes les maladies, alors qu'il existe plein de moyens pour sauver les gens des maladies graves, y compris cancer, sida, et on ne veut pas en entendre parler, parce que ça ne rapporte rien. Donc on est dans une phase extrêmement bizarre de l'humanité, et ce passage-là était très très lourd. Là,
Saturne arrivant sur Neptune va faire un nouveau sextile à Pluton, mais on va avoir voir se rallumer, si on veut, sous forme d'illusion avec Neptune, ou de solutions spirituelles avec Neptune aussi, de ce qui s'est passé à ce moment-là. C'est maintenant que ça va s'éclairer. Et d'ailleurs, si on s'intéresse à ce sujet-là, on voit qu'il y a beaucoup de démentis maintenant de ce qu'on a cru dur comme fer, enfin, moi j'ai pas cru, mais de tout ce qui a été cru dur comme fer par soit les anti-vax, soit par les pro-vaccins. Tout ça a créé cette foire d'empoigne, et il y avait beaucoup de faux des deux côtés, et on commence à le comprendre maintenant. D'un côté, par des recherches scientifiques très nettes qui démontrent qu'il y a eu vraiment des effets secondaires extrêmement graves. Est-ce qu'ils ont été plus graves que la maladie? On ne sait pas, pour l'instant, mais c'est possible, donc c'est assez inquiétant. Et on est en train de ramasser, de payer les pots cassés de cette vaccination de masse qui n'était pas expérimentée. Je rappelle que le 3e essai qui permet de passer à la vente, on n'a pas pris le temps de le faire, on a vacciné avant que ce soit fait, et donc on n'a pas eu le recul nécessaire pour voir s'il n'y avait pas d'effets secondaires. Bon, donc le recul nécessaire, on l'a maintenant, sous forme de catastrophes de jeunes gens qui sont malades, qui ont des maladies, des cancers quelquefois. Et bon, c'est vraiment assez triste, quoi. Donc là, on va aboutir à des révélations sur ce plan-là, pendant que Saturne, donc il n'y est pas encore, mais c'est dans les mois qui viennent. Mais Saturne est déjà en Bélier. Saturne vient de rentrer en Bélier pour cette nouvelle lune il y a 2 jours avant, hein, c'est la veille, quoi, pratiquement. Donc c'est vraiment un changement de donne. Alors, juste pour rappeler qu'il va faire un petit retour en Poisson. Il rentre en Bélier donc le 30 mars 2025. Donc pardon, ça c'est zut, je l'ai pas marqué. Si, le 25 mai 2025. Donc vous voyez, c'est 2 jours avant. C'est le 27 mai, 25 mai, c'est 2 jours avant. Il rentrera en Poisson un peu le 1er septembre 2025 jusqu'au 13 février 2026. Donc il va refaire un retour en Poisson pour nous permettre de réfléchir à tout ça de manière posée et de voir qu'est-ce qu'il faut faire au niveau social, au niveau information pour avancer. Et il reviendra en Bélier jusqu'à 2028. Donc qui n'est pas une position très bonne pour Saturne, puisque je rappelle que Saturne en Bélier, Saturne est en exaltation en Balance, qui est le signe de la diplomatie, de l'essai de discuter, de s'arranger pour éviter les guerres. Bon là, il est en chute, c'est l'inverse. Donc à chaque fois que les gens se rassemblent pour essayer de discuter, tant qu'il était en Poisson, ça pouvait faire un peu, mais là maintenant qu'il est en Bélier, à chaque fois qu'on va s'asseoir à une table pour la diplomatie ou discussion, tout le monde va repartir fou furieux, parce que le Bélier est un signe autoritaire, un peu violent. Alors, pas si vous avez le Soleil ou Mars en Bélier, parce que le Soleil et Mars en Bélier sont bien dans leur signe, donc à ce moment-là, on va dire que vous êtes actif, dynamique. Mais si c'est Saturne qui rentre en Bélier, ça crée une espèce de vécu un peu violent, autoritaire. Souvent Saturne en Bélier me disent mais non, mais moi je suis pas autoritaire. Mais je leur dis, et votre père, il a été sympa avec vous? Ah non, il me battait tout le temps. Bah oui. Donc faut pas croire que le thème indique ce que vous appelez vous votre petit moi. Le thème indique tout ce qui vous arrive, et parce que tout ce qui vous arrive constitue votre moi. Mais vous séparez la maison 1 de la maison 7, c'est-à-dire ce que vous croyez être vous-même en tant qu'image, et la maison 7, ce qui vous arrive de l'extérieur comme ennemi ou comme ami ou comme conjoint et tout ça, ce qui vient vous faire un bout de chemin avec vous, que ce soit en négatif ou en positif d'ailleurs. Mais en fait, ce qui vient vers vous, c'est des parties de vous-même en fait. C'est-à-dire que la preuve en est, c'est que s'il n'y a pas d'atome crochu avec quelqu'un, même si, mettons, si on trouve la personne très belle, on ne va pas se marier avec elle parce qu'on sent pas d'atomes crochus. Et des fois, on sent ils appellent les atomes crochus, c'était un mot très marrant qui était utilisé au Moyen-Âge justement pour parler de ces conjonctions astrologiques qui faisaient qu'on était accroché à certaines énergies. Et donc, quand vous êtes attiré par quelqu'un, c'est que cette personne manifeste une énergie que vous avez besoin de manifester en vous, et donc vous la rencontrez en face de vous, mais en fait, elle est en vous. La personne avec qui vous vous mariez, elle est en vous, en fait. Alors évidemment, elle reste une personne individuelle, et vous aussi, et donc ça va créer des conflits, et c'est grâce aux conflits qu'on va évoluer. C'est une ruse énorme de Dieu, ça, de nous obliger à avoir besoin de quelqu'un d'autre,
parce que sinon on mourrait d'ennui et d'égocentrisme, c'est ce qui se passe un peu actuellement d'ailleurs. Les gens s'ennuient pas parce qu'ils vont faire des jeux vidéo, mais ça revient au même, ils peuvent pas s'arrêter 2 minutes de lâcher leur écran parce qu'ils s'ennuient terriblement, parce que justement ils n'ont pas d'arrêt dans cette excitation mentale perpétuelle, et donc les jeux vidéo servent à remplir un vide qui sinon pourrait devenir de la lumière, hein, ce vide, comme le disent les bouddhistes, un vide de paix, de tranquillité qui amène après la conscience à un niveau supérieur. Bon, les gens ont peur de ça maintenant, donc évidemment ils se remplissent la tête, et l'internet y aide beaucoup, les réseaux. Donc cette entrée de Saturne en Bélier est un peu de mauvais augure. J'en ai déjà parlé, reportez-vous à tous les prévisions 2025, parce que vous avez toute l'année qui est décrite dedans, donc, mais de manière très très résumée, même si ça dure un peu plus longtemps aussi. Là, il faut s'arrêter sur ce thème-là de nouvelle lune, qui est voilà, c'était la première nouvelle lune avec Saturne qui rentre vraiment en Bélier. Il est en maison 12 pour la France, donc ça pose un problème grave, mais il est intercepté, c'est-à-dire que l'axe Bélier-Balance intercepté. Alors, bon, j'ai remarqué par mes travaux que l'axe Bélier-Balance intercepté, alors attention, j'utilise j'utilise pas la dominification pour les techniciens, la dominification Placidus, j'utilise celle de Regiomontanus, ni celle, enfin, Corps, tout ça. Corps, c'est pas mal, ça ressemble un peu à Regiomontanus, mais disons que la plus simple à utiliser, la plus parlante, la plus simple d'un point de vue aussi de la vision que ça représente dans le ciel. Bon, je vais pas me perdre au niveau technique, parce qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent ça, qui ne sont pas des techniciens, mais disons que la vision la plus simple qu'on peut avoir dans le ciel, c'est Regiomontanus. L'autre très simple, c'est Campanus, que Dan Rudyard va recommander, mais malheureusement, Campanus, si on l'expérimente beaucoup sur des naissances faites dans des pays nordiques, par exemple, on voit très vite que ça se met à déconner très fort. Bon, alors que le fait que des maisons soient plus grandes dans les pays nordiques, ça c'est normal, mais que l'interprétation reste valable, c'est un autre problème, et l'interprétation reste pas valable. Donc c'est la meilleure technique, à mon avis, c'est Regiomontanus, et je la recommande alors expérimentez-la, ne me croyez pas sur parole, hein, ceux qui font des recherches astrologiques, mais disons qu'il est très clair que quand on utilise Regiomontanus, on utilise un découpage dans l'espace terrestre, ce que sont bien les maisons étant des expérimentations terrestres des énergies cosmiques. Donc il faut découper l'espace comme une orange, quoi, et non pas découper le temps comme font les Placidus, qui disent l'astrologie est une étude du temps. Oui, bien sûr, c'est une étude du temps, mais vous avez les transits, vous avez les progressions, voilà, tous les systèmes qui utilisent le temps, un jour égal à un an, par exemple, pour les progressions. Tous ces systèmes de prévision qui utilisent le temps et qui utilisent le mouvement des cycles sont bien effectivement dans le temps, mais le temps, c'est le processus par lequel la conscience évolue, bien sûr. Mais les maisons, est-ce que les maisons sont du temps? La démonstration est faite que non, puisque si vous utilisez les pointes des Regiomontanus, vous aurez des explications sur les pointes, si le thème est bien corrigé, alors que si vous utilisez les pointes des Placidus, vous serez obligé de dire, ah bah oui, peut-être qu'elle est un petit peu avant et un petit peu après, comme font tous les astrologues. C'est pas qu'elle est un petit peu avant ou un petit peu après. On a le droit de dire cette planète est dans la maison suivante avec 5 degrés près. Je lis ça des fois. Bah oui, forcément, puisque la différence entre Placidus et Regiomontanus est souvent de 5 degrés. Mais si vous utilisez Regiomontanus, vous n'avez plus besoin de faire ça. Bon, j'en ai trop dit déjà, mais c'est pour les techniciens. Je travaille aussi pour les astrologues professionnels. Mes recherches sont quand même assez pointues. Et donc, bon, voilà. Je rappelle toujours que j'étais élève ingénieur, que j'ai découvert très très jeune un processus qui permettait d'isoler les ondes radar. Enfin bref, alors que j'avais seulement 19 ans. Donc quelqu'un qui est ce qu'on appelle HPI, quand il se penche sur un problème très très sérieusement et qui travaille beaucoup, parce qu'on peut être HPI et feignant, c'est un autre cas. Si vous travaillez beaucoup sur une problématique, en général vous obtenez des résultats qui ne peuvent pas être obtenus par d'autres, et c'est normal parce qu'il y a une question c'est comme le disque dur d'un ordinateur, quoi. Est-ce qu'il peut contenir suffisamment de données pour faire une recherche ou non, quoi. Bon, un disque dur d'HPI, c'est assez costaud et ça peut contenir beaucoup de données, ce qui permet de faire après des recherches plus élaborées, quoi. Voilà, bon,
c'est pour dire que ne prenez pas la légère ce que je dis, parce que je suis pas, voilà, je suis pas quelqu'un de délirant, je suis quelqu'un qui a vraiment fait les recherches. Par contre, ne me croyez pas sur parole. Comme disait le Bouddha, ne croyez pas ni les sages, ni les érudits, ni les savants sur parole. Expérimentez ce qu'ils vous disent et gardez ce qui est bon. C'est ce que je recommande de faire. C'est ce que j'ai fait aussi avec d'autres enseignements, comme ceux de Rudyard, ceux de Jean Billon, ceux de Carteret, qui m'ont inspiré, bien qu'il n'ait rien écrit. Mais comme moi, il n'a rien écrit. Mais souvent, les astrologues n'écrivent rien. C'est comme les yogis. Mais je compte bien si ma vie si j'arrive à ne pas mourir dans les 2 années qui viennent à cause de cette expérimentation organisée par la Macronie en France contre les électro-hypersensibles, si j'arrive à trouver un endroit où j'ai le droit de survivre, ben j'écrirai ce bouquin qui sera vraiment un renouveau de l'astrologie pour tout le 3e millénaire. Pour l'instant, mes recherches peuvent sauver beaucoup de gens, puisque ça travaille aussi sur la santé, mais moi-même étant condamné pour une raison de santé aussi, c'est à moi de trouver le moyen de guérir. Il est bien simple, il y a la solution numéro 1 pour la guérison de l'EHS, bien qu'il y en ait plein, c'est l'éviction, c'est-à-dire être maintenu dans un endroit où il n'y a pas d'onde. Et comme on en installe partout de force, ben ça s'appelle une extermination par irradiation. Et c'est pas une exagération du tout, du tout. Les gens meurent, aucun journal n'en parle. Je rappelle que les FAI, fournisseurs d'accès Internet, possèdent 95% de toutes les publications de la presse, et en particulier 100% des plus importantes, les plus connues. Donc pas étonnant qu'on n'en parle pas. On n'est plus du tout en démocratie, la liberté de la presse a disparu depuis des lois scélérates qui ont été posées par M. Macron et qui ont fait disparaître la liberté de la presse pour transformer tout ça en un gigantesque marché aux bestiaux. Et les bestiaux, c'est nous, les braves bêtes. Bon, qui croient ce qu'on leur dit. Alors bon, on va regarder. Donc il y a ce sextile, donc de Soleil-Lune à Saturne-Neptune, ce qui fait qu'on va avoir les grandes illusions qui vont démarrer. Quelles peuvent être ces illusions? Saturne, c'est la science, la connaissance. Donc évidemment, il faut se poser la question de qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça. Je vais peut-être décrire tout ça dans une autre partie. Non, je vais décrire maintenant. En fait, bon, il y a le développement de ce que j'appelle l'idiotie artificielle, l'IA, qui est une sorte d'extraterrestre, parce que j'y parle d'extraterrestre parce que je vais dire qu'il y a Sedna aussi, la planète la plus lente de toute la conjonction en Gémeaux, et c'est Sedna qui vient de rentrer en Gémeaux. C'est très très peu connu comme planète, c'est une planète très lointaine qui met 10 000 ans pour faire le tour. C'est une planète qui va chercher l'information dans les lointaines galaxies, enfin, elle y va pas, mais c'est comme si elle allait dans les lointaines galaxies, du fait qu'elle s'éloigne tellement du système solaire, hein, elle fait 10 000 ans pour faire le tour, donc oui c'est ça, 10 500 ans à peu près. Et donc il y aura des techniciens qui mettront en dessous dans les commentaires le chiffre exact, je l'ai pas sous les yeux, mais non, c'est à peu près ça. Et donc à un siècle près. Et donc cet énorme mouvement, c'est comme si elle allait chercher dans son orbite l'information au-delà de notre système solaire et qu'elle la ramène dans le système solaire. Évidemment, ça fait penser à ce que disent pas mal de médiums ou même de sages ou de maîtres des êtres réalisés ou d'êtres éveillés, ou des gens qui expérimentent l'ayahuasca aussi, qui sont avec les chamans amérindiens, qui expérimentent en fait des sorties dans l'au-delà de la sphère, de la biosphère terrestre, et qui parlent d'entités, dites extraterrestres. Alors, est-ce qu'elles sont sur le plan matériel? Oui, c'est possible, oui, pour certaines. D'autres sont sur un plan vibratoire. C'est souvent celles qui est rencontrée. Alors, on peut appeler ça ange, on peut appeler ça déva, on peut appeler ça extraterrestre. Je crois qu'il va être temps de comprendre que tout ça est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il existe d'autres plans vibratoires qui habitent en même temps que nous sur le plan terrestre, mais qui sont comment dire, invisibles au sens. À l'heure de l'électromagnétisme, il serait temps de voir que les choses qui sont invisibles par les sens existent et peuvent être extrêmement actives. Et donc là, on a ce Sedna, il est exactement sextile à Saturne-Neptune. On va voir remonter aussi bien les illusions à ce sujet, c'est-à-dire des gens qui se disent contactés, mais qui ne le sont pas toujours, qui sont contactés par leur propre imaginaire. Bon, ça c'est un vrai problème, et qui vont se mélanger avec des vrais messages venant de plans justement supérieurs, de plans de conscience supérieure, et qui eux amènent des solutions extrêmement réelles. Donc c'est le même problème qu'on a eu dans les années 70, quoi, qui va revenir, parce que donc il faut voir
70, c'est dans les années aussi 90. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en fait, il faut chercher les aspects de Saturne avec Neptune, tout simplement. Hein. Ça a lieu tous les 32, 33 ans, je sais plus, un peu plus, je crois, 36 ans. Et donc, si vous revenez en arrière, ça fait 90 à peu près, 92, pardon, 92, 93, et puis et encore plus loin vers 1960, le grand boom des années 60. Bon, bref, à chaque fois, c'est des grandes illusions, des grands mouvements collectifs qui se créent, qui ont rapport avec la connaissance de la spiritualité, Saturne, connaissance, Neptune, spiritualité. Et évidemment, en même temps, il y a des grands dangers de décrochage de la réalité par des illusions. Si on prend les années, la fin des années 50, on va dire, on a un changement avec la Big Generation, tout ça, la conjonction Saturne-Neptune en balance, tout ça. On a le début de quelque chose qui va marquer un changement de paradigme dans le monde, quelque chose qui va faire que on aspire à une autre société, et ça va être les guerres des indépendances, etc. Bref, il y a tout ça. Bon, la France d'ailleurs c'est jamais remise, puisque l'Algérie c'était ça. Mais et puis on a comment dire, on a ce qui va déclencher avec l'entrée dans l'ère du Verseau peu après, la base des connaissances sociologiques, des connaissances psychologiques, des connaissances des nouvelles thérapies, des connaissances des nouvelles spiritualités venant de l'Orient aussi. On a la base de ce qui peut créer le nouveau paradigme, quoi. Évidemment, ça va se mélanger avec les délires des drogues, que ce soit des drogues de synthèse ou des drogues ramenées justement des pays chauds. Et on a ce mélange explosif au moment de la fin des années 60, c'est sous d'autres aspects, ça, mais c'est intéressant, quoi, de ces voilà, de deux tendances différentes, une illusoire, hein, le Neptune illusoire, qui est celui le plus commun, parce qu'on a du mal à atteindre Neptune s'il n'y a pas méditation, et puis celui qui est complètement inspirant, le mouvement hippie ayant été le mouvement qui a un peu mélangé les deux. Hein. On prend des théories de Timothy Leary, il y en avait qui étaient très fumeuses ou fumantes, et puis d'autres qui étaient très très en avance, parce que c'était quand même quelqu'un qui était un psychothérapeute assez avancé. Donc on a là quelque chose qui peut amener des grandes illusions. Alors quelles sont-elles? Faut regarder ça va être le moment où ceux qui sont nés dans les années 92-93, au moment où cette conjonction a lieu en Capricorne, et la nécessité de créer une nouvelle planète, une nouvelle donne. C'est là que ça s'est rejoint avec la conjonction Uranus-Neptune aussi, qui était en Capricorne. Donc on a une espèce de mouvement énorme de remise à zéro de tous les compteurs dans les années 92-93, et c'est le moment où se crée l'Europe. Donc on a une possibilité, j'ai envie de dire, et n'oublions pas qu'Uranus avance, et que lui aussi va entrer en Gémeaux bientôt, et donc on a vraiment une remise à zéro de tout le monde entier, au niveau des grands logiciels qui organisent tous les systèmes collectifs. Donc c'est pour ça que ça me fait marrer les gens qui disent, quand on leur parle qu'il faut absolument faire tomber le capitalisme, ah oui, si vous êtes communiste, tout ça, ils sont tellement branchés sur une image des vieux logiciels, droite, gauche, capitalisme contre communisme, alors qu'il n'y a plus de communisme. En quoi la Chine est un communisme? Vous pouvez m'expliquer? C'était des pays dictatoriaux. En quoi même Staline, c'était du communisme, c'était du capitalisme d'État. C'est le capitalisme qui a été le grand collectivisme dangereux pendant toutes les années qui ont suivi le 19e siècle, c'est-à-dire la création du capitalisme financier, qui a commencé, qui a explosé avec le néolibéralisme en tant que technique. Il faut lire la stratégie du choc de Naomi Klein, ça je l'ai déjà recommandé plusieurs fois, qui explique comment le néolibéralisme fabrique en fait avec ses techniques, ses idéologies, une espèce de destruction totale du monde pour augmenter la richesse de quelques-uns, de très très peu d'ailleurs. Et donc alors que les premiers capitalismes étaient des gens qui s'enrichissaient, mais en avançant très fort dans une direction, l'exploitation de la nature ou du pétrole ou d'une invention, et ils se lançaient à fond, mettaient beaucoup d'argent dedans et récupéraient leur financement avec beaucoup d'habileté et des fois un esprit souvent un peu diabolique de
lucre, comment on appelle ça, d'avidité. Bref, cet esprit a été renouvelé avec l'Eldorado informatique au moment où 92-93 où ça a été, on va dire, popularisé avec les portables, que ce soit les ordinateurs portables, puis après les téléphones portables. Tout ça, c'est ce mouvement qui commence à ce moment-là. Donc ça, Saturne, Neptune, Cérès, on va nous reparler de qu'est-ce que fait qu'est-ce que ça nous fait. Sauf que maintenant, c'est sextile à Pluton avec l'intelligence artificielle. On va rappuyer sur le même bouton débile de qu'est-ce que tu as vraiment besoin, hein? Tu as besoin de t'amuser, hein? Tu as besoin de... Allez, appuie sur le bouton, clique, vas-y, clique sur mon bouton et tu vas voir comment tu vas jouir. Et donc, on amène les gens petit à petit à avoir un mental complètement esclave de tout ça. Donc, on est dans un film de science-fiction, en fait, qui commence. Une science-fiction qui est soit utopique, l'aspect alors si cette utopie qui nous est proposée c'est la science de l'IA, bon bah c'est côté pipeau, hein, le but lucratif fait que ça crée une espèce des algorithmes qui vont auto-renforcer l'ego de chacun, donc c'est terrible parce que c'est exactement ce qu'il faudrait pas faire. Et donc et puis par contre bon, que ce soit dystopique c'est sûr et certain puisque parce que on va être bientôt 8 milliards de Chinois sur la Terre, au sens que ça ne va pas être que les Chinois qui sont Chinois, on va tous devenir Chinois, au sens qu'on va tous être surveillés, contrôlés. Donc comme toute technologie, il y a un double effet positif et négatif. C'est certain que l'IA va permettre de rassembler des fois des connaissances éparses pour les recentrer. Et ça, c'est pour les gens qui sont dans des grandes recherches profondes, ça peut être intéressant. Mais il y a forcément, et ça je insiste dessus, comme dans toute technologie, une perversion inévitable, faut lire Infernet de Paco Mtielman, hein. Il y a une perversion inévitable parce que le capitalisme est aux commandes. Tant que le capitalisme est aux commandes et que c'est lui qui choisit d'orienter les capitaux vers telle ou telle fabrication selon que ça fait du fric ou ça fait pas du fric et non pas selon que ça fait du bien ou non à l'humanité, c'est aucun rapport. On a tous un désir d'objets symboliques qui sont... on veut pas que de la nourriture, je veux dire, on a besoin d'objets symboliques, d'objets... un livre, c'est un objet symbolique, un écran aussi. Mais ce objet symbolique, il est manipulé par le capitalisme pour faire du fric et non pas pour augmenter notre culture. Alors, je rappelle, au début de la télé, on ne s'attendait pas à ce que ça devienne une espèce de pourrissoir du regard et du temps des gens, du temps de cerveau disponible, comme disait l'autre. Voilà, c'est terrible ce qui s'est passé avec la télé. Et ensuite, ce qui s'est passé avec les réseaux. Facebook, c'était assez génial comme idée, sauf que il y avait un pervers, une espèce de... On appelle ça les nerds, de gens qui sont complètement complexés, qui veulent pas s'occuper de guérir de leur névrose. Ils préfèrent rester plantés devant un ordi. Et évidemment, dès qu'ils ont un pouvoir quelconque, ils deviennent extrêmement négatifs, extrêmement pervertis et pervertissants. Et donc, Montaigne disait science sans conscience écurie de l'âme. Ben voilà, on en est là, quoi. Alors, est-ce que les IT, les extraterrestres réels ou les consciences supérieures, ils voient notre échec total à redresser la barre du choc climatique et à changer de système collectif, donc, pour changer de gouvernance, changer de type d'échanges commerciaux, changer, parce que le commerce est toujours nécessaire, mais pas le capitalisme avec. Donc, est-ce qu'ils vont intervenir, ces extraterrestres, pour nous éviter le massacre genre Armageddon? Ça, on n'en sait rien. Ce qui est certain, c'est qu'il y a déjà des IT, déjà sur Terre, c'est ça le scoop. Et ce sont les éveillés, les êtres réalisés. Qu'est-ce que c'est les éveillés? C'est une nouvelle race de conscience pour l'humanité, qui est en dérive suicidaire, et ça va permettre ces êtres réalisés pardon, par donc tous ces conditionnements, en fait, cette dérive suicidaire de l'humanité, elle est liée au capitalisme, bien sûr, mais elle est liée aussi par l'espèce de, ce que le film Matrix a très bien décrit, cette espèce de matrice d'informations qui circulent partout dans les cerveaux, qui sont toutes manipulées par ces fameux algorithmes, qui veulent nous pousser à consommer, et c'est notre ignorance obstinée, parce qu'on clique jusqu'à en crever, et les conditionnements normosés dus à l'organisation sociale, les deux ensemble créent une espèce de robotisation des cerveaux. Donc. Et qu'est-ce que font les êtres éveillés ou les êtres réalisés? Je recommande l'ashram du cœur, qui est un
comme site internet toujours, ils ramènent en fait les enseignements primordiaux, les enseignements très très anciens de l'humanité, qui ont toujours été valables à travers la nuit des temps, et qui sont encore valables actuellement, encore plus j'ai envie de dire. Parce qu'il y en a certains qui vont dire, ah oui, mais c'est vieux, maintenant on est moderne, on pense plus à tout ça. Mais oui, c'est bien le problème. On est la civilisation la plus destructrice qui ait jamais existé, donc on a peut-être un problème. Et on n'arrête pas de se croire la civilisation la meilleure. Ben non. C'est sûr qu'avec nos petits outils, nos Kalachnikov d'abord, puis maintenant nos petits ordinateurs, on a des moyens d'écraser les autres civilisations de manière vraiment radicale. Mais est-ce que le fait d'écraser les voisins est une preuve d'évolution humaine? Non, c'est l'inverse. C'est une preuve de barbarie. Donc, alors qu'est-ce qui nous a amené là? Enfin, les enseignements primordiaux, et ils sont là pour nous permettre de sortir justement des institutions, des vieilles histoires religieuses, des vieilles histoires qui ont été dévoyées, et pour retrouver le contact avec l'âme et le cœur. Alors, les institutions dont il faut sortir, c'est pas les institutions religieuses, c'est les institutions scientistes aussi. Pas scientifiques, hein, je reviendrai dessus. Donc les changements nécessaires, urgents pour le changement climatique, dans les 10 ans qui viennent, pour 80% des gens, ça va être des changements de comportements sociétaux. C'est la cause de la plupart des j'en ai déjà parlé, ben voilà, le végétarisme, la non-violence, Ahimsa, disait Gandhi, la collaboration avec le vivant, au lieu de l'exploiter, de le pomper, de le vampiriser. L'intelligence collective, c'est-à-dire qu'on arrête d'être chacun pour soi dans son petit coin, dans son petit carré, dans son petit HLM. Donc les ONG, tout ce qui est réseau d'entraide, même les pétitions quelquefois de manière très très simple, tout ça fait partie de l'intelligence collective. Et donc c'est pas l'intelligence artificielle, hein, c'est une intelligence humaine. Le bilan CO2 qui doit être tenu par chacun, parce que si chacun ne le tient pas, comment on va continuer à acheter ce que les entreprises produisent de destructif? Parce que c'est nous qui achetons. Donc, et dire que si nous l'achetions pas, ça se vendrait pas, et oui, comme disait Coluche. Donc évidemment, il faut travailler en même temps pour faire cesser les perversions des gouvernants qui ne veulent pas changer de politique, mais c'est pas la peine de les accuser que eux. On est aussi responsable de ce qu'on bouffe. À chaque fois que vous bouffez une protéine de beefsteak, il y a 7 protéines végétales qui sont perdues sur 8, 6 sur 8, alors que bon, ce que vous avez besoin, c'est de la protéine, c'est tout. Le reste, c'est de la toxine dans la viande, hein, c'est des toxines. De la plupart des cancers, il y a beaucoup moins de cancers chez les végétariens et surtout chez les véganes que chez voilà. Donc ça c'est intéressant, mais bon, comme il y a des causes de cancer environnementaux et des causes de cancer psychologiques, on peut pas faire le simplifier comme ça. Mais ce qui est certain, c'est que certains sont guéris carrément du cancer en revenant à un régime sans viande. Donc c'est bien la preuve que c'est quelque chose de très encrassant pour le corps. Donc, mais c'est pas encrassant que pour le corps, c'est encrassant pour la planète entière. Quand vous bouffez 7 protéines et des milliers de litres d'eau pour faire une protéine de viande, alors que vous pourriez directement manger la protéine végétale, bah vous bougez des forêts, vous bougez des trucs, vous semez des OGM partout parce que la viande la moins chère va être du côté de l'Amérique du Sud qui rase la forêt amazonienne pour voilà, etc. J'ai déjà raconté ça, mais c'est vraiment chacun est responsable. À chaque fois que vous bouffez un beefsteak, vous êtes en train de manger vos propres enfants, vous êtes en train de manger la vie même de vos enfants. Et ça, les gens ne se rendent pas compte. S'ils s'en rendaient compte, ils diraient, mais mon Dieu, et ils essaieraient d'apprendre à leurs enfants aussi à ne pas manger. Mais les enfants ont les conditions de manger de la viande. Après, ils disent, mais quand ils ont 15 ans, ouais, je veux un McDo. Bah oui, forcément, puisque vous leur avez appris à croire que c'est comestible. C'est pas comestible la viande, c'est du cadavre. Bon, voilà, c'est dit. Et on ne nourrit pas la vie avec la mort, on nourrit la vie avec la vie. Alors, du point de vue de toutes les luttes de protection de la Terre, donc sont bienvenues. Par exemple, les soulèvements de la Terre, Amnesty, Greenpeace, c'est les anciens, mais les nouveaux, c'est les soulèvements de la Terre, ça. Et puis ce que j'appelle les spiritualités, c'est-à-dire la création d'éco-villages, éco-USA qui sont plantés dans une organisation basée sur une spiritualité nouvelle. Donc tout ça, c'est ce qu'amènent les enseignements nouveaux. Et ça demande aussi des changements urgents dans les comportements individuels. Donc je viens d'en parler aussi. Hein. Donc là, ça peut être la méditation, les psychothérapies, la naturothérapie, tout ce qui permet de travailler sur soi. Donc, il y a ce bélier, il peut retrouver un renouveau actif des alternatives vitales et aussi la contestation d'un côté un peu plus lutte, quoi, la contestation de tous les immobilismes mortels qu'on ressent très très bien avec le Sénat en France, là, c'est horrible. Donc, pour combattre pour s'opposer en fait, s'opposer à l'agression simultanée des puissants et des possédants,
qui veulent asseoir leur domination par l'argent sur toute la Terre, hein, et c'est ce qui est en train de se faire, c'est très net, et qui organisent du coup la rareté de l'argent, puisqu'ils le thésaurisent, donc du coup ils le rendent plus rare. Donc ça, c'est ce que revendique l'extrême droite, hein, je signale, parce que pour ceux qui imaginent que l'extrême droite va raser gratis, ça c'est ce qu'ils disent, mais ils le font jamais. À chaque fois qu'ils ont eu l'occasion de le faire à l'Union européenne, ils font exactement l'inverse, ils protègent les plus riches. Je rappelle que la famille Le Pen possède des châteaux, tout ça, et a été héritière, de par ses idées qui protègent les plus riches. Ils ont reçu beaucoup de dons de gens très très riches. C'est ce qui est arrivé à Trump aussi. Bon, voilà. Donc si on n'arrive pas à arrêter cette destruction organisée des équilibres écologiques et des équilibres corporels, en stoppant la malbouffe par exemple, eh bien, il va y avoir une mort de la démocratie, qui est souhaitée par le modèle Poutine. Hein. C'est pas Poutine, c'est pas tant une personne que pourquoi je l'appelle l'antéchrist, voilà. C'est pas en tant que personne qu'il est l'antéchrist, c'est dans le sens qu'il promeut un modèle qui est profondément antidémocratique. C'est-à-dire que pour lui, la démocratie c'est la grosse connerie. Il n'y a rien de tel qu'une bonne dictature. Voilà. Et donc cette vision est en train de se généraliser partout, surtout dans les pays qui avaient tendance déjà à être pas très démocratiques. Et donc le fait que ça se généralise partout, bah ça risque de péter, quoi. C'est-à-dire que le fait que Saturne rentre en Bélier, ça peut faire péter les choses à tous les niveaux, puisqu'en fait c'est comme si les autoritaires sont en train de dire bah, c'est nous qui avons raison, nous allons vous montrer la nouvelle religion qui va être le scientisme d'un côté et l'autoritarisme de l'autre, quoi. Donc ça peut faire péter les choses au niveau bancaire, parce que Trump se comporte exactement comme le fou du village mondial, j'appelle ça, et il est en train de disloquer tous les accords en secouant le palmier très très fort, quoi. Alors une noix de coco va lui tomber sur la tête, il va se retrouver assommé, le pauvre, mais il ne le sait pas, c'est comme un fou du village, quoi. Il est complètement en train il veut tellement de choses. Ça, je l'avais décrit dans la dernière nouvelle lune. Je rappelle que ce grand carré Mars, Soleil, Pluton, qui a enclenché la crise totale, on l'a vu sur le mois dernier, du monde entier, quoi. Donc ça va se sentir au niveau bancaire, bien sûr, mais et ça va se sentir au niveau des contestations plus violentes, quoi, qui peuvent apparaître. Alors ils sont pas apparus ce mois-ci beaucoup, ça a risqué, mais je m'attendais à ce qu'ils apparaissent le mois dernier. Mais bon, comme l'aspect Mars-Pluton s'est estompé, bon, c'est quand même très fort. Hein. Il y a quand même alors c'est très positif en même temps. Hein. Ça, je suis en train de vous décrire un petit peu ce que c'est que la solution imbécile du fascisme pour essayer, comme ils disent. Et puis qu'il peut y avoir aussi des contestations plus violentes, hein, genre des extrémismes, face aux dégradations évidentes, quoi, en fait, de l'environnement, du climat, des liens sociaux aussi, tous les services publics, l'espèce de sabotage total des services publics par les néolibéraux. Il peut y avoir des contestations assez, genre, comme les Gilets jaunes, des fois, il y en a qui ont fait monter un mouvement extrêmement intéressant, une révolution citoyenne, mais il y en a aussi beaucoup qui pouvaient être parfois violents, et qui ont été réprimés 10 fois plus violemment d'ailleurs. Mais bon, les plus violents dans l'affaire des Gilets jaunes, c'était surtout les CRS et les éborgneurs au service de l'État, quoi, parce qu'on n'éborgne pas les gens par hasard, c'est parce que l'ordre a été donné en haut lieu, évidemment, d'éborgner les gens parce qu'ils manifestaient. Donc on est sorti de la démocratie, vraiment. Donc la solution préférée de Macron, de Micron premier, je l'appelle, dans son jeu d'échecs perso, là, contre tous les principes même de l'écologie politique. Et donc tout ce qui est écologie politique, c'est toujours l'écologie politique, c'est-à-dire l'écologie qui prend en main les lois et les pouvoirs, pas forcément le parti des Verts. Hein. Je veux dire, l'écologie politique, elle est nécessaire pour tout le monde actuellement, qu'il y ait des lois écologiques d'urgence partout dans le monde. C'est pas les Verts, c'est pas, voilà. Même si voter pour les Verts peut accélérer ce mouvement, évidemment. C'est l'urgence absolue, quoi. Et or, c'est la seule solution donc viable et durable pour la Terre. Mais qu'est-ce qui se passe? La stratégie un peu de joueur d'échecs de Micron premier, qui est vraiment un fou à ce niveau-là, parce qu'il joue avec le feu sur la Terre,
C'est presque à mettre au même niveau que Trump. Hein. Trump joue dans le type américain, violent, voilà, arrogant et stupide. Micron premier, il joue de manière comme un joueur d'échecs subtil qui avance ses pions. Comment il fait? Ben, il met en place une écologie punitive, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il fait une loi écologique, elle est punitive, ça veut dire qu'elle va consister à dire aux gens, faites pas ci, faites pas ça, ce qui fait que ce que je viens de dire plus haut, l'autodiscipline pour le bilan carbone de chacun, ben, il n'est pas tenu, il est imposé de force par en haut, par des gens qui, eux, se l'appliquent pas eux-mêmes, donc c'est absolument insupportable pour les gens. Donc, et la solution qu'il amène, lui, de son côté, au niveau des grandes politiques globales, de la gouvernance, c'est le nucléaire, qui est absolument pas du tout de l'écologie, qui est même l'inverse de l'écologie. Donc c'est vraiment un fumiste, quoi, au niveau de l'écologie. Et alors, il est en train de se positionner de manière intéressante. On ne peut jamais lui faire confiance, je rappelle, puisqu'il fait jamais ce qu'il dit. Mais disons, là, il est en train de vouloir dorer son blason, parce que c'est assez lamentable le bilan de toute sa gouvernance depuis une dizaine d'années là. Et donc, enfin pas encore une dizaine d'années, depuis 7 ans, et donc 8 ans d'ailleurs, c'est vraiment une espèce de bilan affreux. Donc je pense qu'il va vouloir faire comme un peu Hollande avait fait, la COP21, une espèce de victoire de la France au niveau mondial avec la COP21. Qui avait commencé à poser un premier accord interétatique qui a été ratifié quand même par beaucoup de pays, ce qui était vraiment une victoire de la diplomatie française au niveau écologique. Donc il y a des lois qui sont écologiques, qui peuvent passer. Alors lui, il voudrait faire ça, mais il utilise l'écologie punitive, et en même temps de l'écologie punitive, il passe des lois anti-écologiques réelles, le glyphosate, tout ça. Alors évidemment, ça fait monter à fond l'extrême droite, et ça l'arrange l'extrême droite, parce qu'il mise à chaque fois que l'extrême droite a monté et que c'est pas la gauche qui était au deuxième tour, les élections étaient gagnées par des néolibéraux. Mais attention, c'est un jeu hyper dangereux, ça. Alors attention, je suis pas en train de parler de mes opinions perso seulement, hein. C'est une analyse là je fais de l'astrologie du passage de Saturne en Poisson, qui est un signe mutable, donc mental, haut, où les choses travaillent à l'intérieur, au signe Bélier, qui est un signe cardinal de feu. Donc c'est là que je dis, là ça peut changer, quoi. Hein. C'est un jeu dangereux, donc c'est des élections gagnées à chaque fois, si on fait monter l'extrême droite, c'est ce qu'ils sont en train de faire, le Taillot, tout ça. Donc le problème, c'est de croire que c'est la gauche qui sont l'écologie qui sont dangereux. C'est vraiment ce qu'ils croient. Mais parce que l'extrême droite ne remet jamais en question les privilèges et les magouilles des puissants, hein, mais seulement la démocratie citoyenne et les droits d'expression en danger. C'est ça qui l'intéresse de faire. Et les droits de chacun, le racisme et tout ça, les droits de l'homme, quoi. Donc voilà. Donc il y a un jeu très dangereux. Je rappelle que j'avais fait une vieille prédiction dans les années 90 qui s'est en train de se réaliser maintenant. C'est que c'est la fin au niveau des politiques de l'opposition droite-gauche. Alors là, on a tellement une tripartition avec un pseudo-centre un peu mou, et puis une droite et une gauche qui sont appelées extrêmes par lui qui veut se mettre au milieu, enfin bref. Mais c'est vrai qu'en même temps, dans tous les autres pays, il n'y a pas cette bipolarité qui est typique de la Ve République, gaulliste, et typique de l'élection au suffrage universel en 2 tours, ce qui fait qu'au deuxième tour, il y a forcément deux candidats seulement, et donc on est tenté au premier tour de voter sur celui qui a le plus de chances, ce qui fait que ça modifie tout la vie, les véritables opinions des gens, l'absence de proportionnel. Et il y a Bayrou qui est en train de se bouger, ça fait longtemps qu'il recommande ça, c'est une des seules idées qu'il avait de valable, intéressante, donc il est en train de la mettre en avant. Bref, on va voir, mais je pense pas que Macron est d'accord avec ça. Voilà, donc il y avait une opposition de la droite, les patrons néolibéraux, et contre les ouvriers socialistes, étatistes, parce que l'État est protecteur des droits sociaux, quoi. Et la nouvelle donne, c'est plus tout ça, c'est plus tout même l'opposition. L'opposition maintenant, c'est entre l'écologie même profonde, qui est basée sur les low-tech, sur le respect de la terre. On peut penser à des penseurs comme Pierre Rabhi, Cyril Dion, tout ça. Voilà, contre d'autre côté une extrême droite technophile qu'on a vu avec Peter Thiel, Elon Musk, Donald Trump. On l'a vu aux États-Unis, on a vu la sale gueule du fascisme nouveau qui vient de sortir du four, là, tout chaud. Et donc, et c'est les responsables de la destruction de la biosphère, le fait de vouloir aller sur Mars juste pour son petit ego parce qu'il a lu 2-3 livres de science-fiction et que ça l'a marqué.
c'est vraiment une connerie dingue. Et c'est pas le moment d'aller sur Mars, c'est le moment de sauver la biosphère de cette destruction totale que ces gens-là organisent. C'est plutôt en verso, c'est ça. Plutôt en balance, c'est la destruction du couple. Voilà, bon, ça, ceux qui sont nés dans les années 70 le savent, et souvent ils ont eu à subir le divorce ou la mésentente des parents parce que les femmes se libéraient, quoi. Plutôt en Scorpion, ça y est, la sexualité se libère. Il y a eu les années SIDA aussi, et donc les excès aussi de la sexualité qui se libérait, ce qui faisait qu'il y avait il y avait tellement comme seule solution de transcendance que le sexe, que l'orgasme. Sinon, pas de transcendance. Ça aussi, c'était un vrai problème au niveau du corps, bien sûr. Ça épuise le corps aussi d'un autre côté. Et puis les drogues et tout ça qui allait avec, voilà, parce qu'on peut pas baiser sans arrêt comme ça, donc il faut prendre des drogues. Enfin, bref, on sait que c'est pas contre les homosexuels, mais dans le milieu homosexuel, comment on va dire, quand la testostérone rencontre une autre testostérone, je sais pas, mais il y a un effet d'excitation qui fait que ça se calme pas. Hein. C'est fou. Il y a eu c'est le film de Cyril Collard qui était intéressant à ce niveau-là. Enfin, bon. Et il y a eu des comportements extrêmement graves au niveau de la sexualité mélangée avec la drogue et tout ça, qui étaient très très forts. Hein. En même temps, ça a montré qu'on pouvait aussi utiliser l'orgasme comme fonction de rencontre avec le divin en nous. Après, quand Pluton était en Sagittaire, c'est les religions, les idéologies qui ont été touchées. Alors, plus d'idéologie possible, c'est fini. Voilà, on a la fin de l'URSS, la fin de la dualité qui commence à peu près à cette époque-là. À cette délité, mais surtout on a les fous de Dieu, quoi, qui commencent à apparaître de partout. C'est-à-dire que soit on nie totalement toute religion, c'est des bouquins comme ceux d'Onfray et tout ça, qui parlent d'athéisme et tout ça, qui nous disent en fait que Dieu, où il est ton Dieu, je le vois pas, alors qu'en fait c'est une question intérieure, c'est pas du tout une question, évidemment. Le Dieu dans lequel vous croyez que je crois, j'y crois pas non plus. Voilà, vous pourrez résumer comme ça. C'est ça, je crois que c'est Einstein qui disait ça. Non, le Dieu Père Noël, ça n'existe pas, mais le fait que certaines forces de conscience supérieures existent en nous et sont pas utilisées, et que globalement, ces forces de conscience supérieures ne sont pas purement individuelles, elles sont collectives, c'est-à-dire qu'elles sont comme un niveau de conscience supérieure qui est disponible pour tout le monde, c'est peut-être ce qu'on peut appeler Dieu. Et ça, c'est intéressant de le voir comme une espèce c'est la 7G, quoi. C'est la 7G, c'est quelque chose qui nous met tous en contact les uns avec les autres par une conscience commune et qui contient l'amour comme lien profond, quoi. Donc ça, c'est intéressant. Et si on appelle ça, ce mélange vie, conscience, amour, on l'appelle Dieu, pourquoi pas. Mais ça a été la grande crise, plutôt en Sagittaire, a détruit a fait remonter les vieux fonds de sauce, les vieux scandales religieux, a fait remonter, ça commençait, et puis les fondamentalismes, les islamismes, et les fascismes, enfin, toutes les religions anciennes, que ce soit communistes, ils ont remonté à ce moment-là, mais de manière pas très claire, quoi, comme pour finir de mourir. Après, en Capricorne, ça a été on pourrait dire, le but c'est la mort de l'État. Capricorne, c'est les structures, mort des structures organisées, sociales, collectives. L'État en tant que maman, c'est l'État français un petit peu, la maman sociale qui permet que tout le monde soit la sécurité sociale, et les services publics, l'eau, le courrier, tout ça, tout ce que on a tous besoin. Évidemment, faut surtout pas en faire une histoire de commerce, puisque c'est pas un commerce, c'est des trucs dont tout le monde a besoin. Non. Là, Pluton arrivant, on va détruire tout ça, et va faire que l'État va perdre ses prérogatives, va se retrouver à la remorque des entreprises, et être même soumis aux entreprises, ce qui fait que le mélange des lobbies avec les décisions gouvernementales, c'est ce qui se passe aussi en Europe. C'est le moment où l'Europe est créée, elle est créée avec un modèle néolibéral qui va copier, exagérer encore le modèle américain, au lieu d'être... Alors, je sais pas que les gens, je critique l'Europe, et puis en même temps, je suis pour. C'est parce que les gens comprennent pas. J'ai quand même, avec l'astrologie, de l'avance sur ce qui va se passer en Europe, et je sais que l'Europe va être la grande solution, mais à condition de sortir de cette constitution qui a été refusée en 2005 et réintégrée de force en 2009 par Sarkozy et Merkel, qui est une constitution destructrice des gouvernances sociales, sociodémocratique, alors que la sociodémocratie est l'essence même de la création de l'Europe, c'est-à-dire son origine, c'est-à-dire c'est la cause pour laquelle elle a été créée. Donc voilà, donc Pluton en Capricorne a commencé à détruire en fait
l'État, et ça c'était toutes les dernières années, puisqu'il vient de quitter il y a très peu de temps, il y a l'année dernière, plutôt l'année dernière il était encore en Capricorne, et donc pendant toutes ces années, il a détruit la vision qu'on avait de l'État, ce qui fait qu'en fait, les partis de gauche dégringolent, non pas parce qu'on n'est plus du tout humaniste, mais parce que la gauche parle social-libéralisme, une invention complètement machiavélique de François Hollande et de son âme damnée qui était Macron à l'époque, en tant que ministre des Finances. Comment peut-on croire que du néolibéralisme, en se mariant avec des saupoudrages de petits effets sociaux, c'est l'essence même du macronisme, puisse ne pas détruire totalement l'État? C'est vraiment la grande illusion. Qui aurait pu penser que le en même temps organiserait en fait l'accroissement total du pouvoir des lobbies sur la vie des gens, au point que ça détruise la vie des gens. Bon, j'en suis un exemple, puisque il y a actuellement extermination, je le répète, des électro-hypersensibles, sans que personne ne bouge, c'est-à-dire que la démocratie a déjà disparu. Hein. Maintenant, c'est des lobbies, c'est des espèces de gros consortiums organisés de manière plus ou moins fasciste à l'intérieur d'eux-mêmes, hein, comme fait Musk, qui ont le pouvoir, et plus ils sont fascistes, plus ils sont capables d'exercer des pouvoirs plus puissants, plus intenses dans la compétition, et plus ils peuvent gagner cette compétition. Vous voyez les Chinois et tout ça, qui utilisent soit des enfants, soit des esclaves, soit des Ouïghours, tout ça, Ouïghours ou Tibétains, pour pour faire baisser les prix, puisque ces gens-là sont pas payés, souffrent atrocement, et du coup ils vous vendent des petits téléphones portables vraiment cool. Ah, c'est cool, c'est vraiment cool. Et derrière c'est des massacres, quoi. Des massacres de gens. Donc faut essayer. C'est très difficile maintenant parce que tout le monde s'est laissé aller à c'est pas cher, je vais le prendre, c'est mieux. C'est de la connerie. Il faut essayer de jamais acheter des produits chinois, évidemment. Si vous avez le choix sur un produit européen, ben, voilà. Et là grâce à Trump, on va le voir, là, on va commencer à voir que, alors Pluton en Verseau, voilà, c'est Trump arrive à ce moment-là, à chaque fois que Pluton rentre dans le signe, il est très très négatif, puis après dans la deuxième partie du signe, il commence à montrer à tout le monde, il crée une prise de conscience des transformations qu'on doit faire. Bon, là, récemment, on a vu qu'il fallait transformer le rapport à l'État et retrouver un État citoyen, démocratique, qui est détruit totalement par le capitalisme néolibéraliste. Ça, c'est la bonne conclusion qu'il faut avoir du passage des 10 dernières années de Pluton en Capricorne. Bon, maintenant, quand il rentre en Verseau, il devient totalement négatif sur l'intelligence artificielle, évidemment. Ce sera quand il va dépasser le 15 degrés du signe qu'on commencera à voir comment on peut utiliser complètement différemment des nouveaux logiciels, peut-être des nouvelles manières de voir le rapport de chaque usager avec son ordinateur, de manière que ce soit que les gens ne soient plus esclaves de leur machine, qui sont en train de scroller comme des zombies dans le métro, et que ça détruise petit à petit toutes les relations sociales, quoi, les relations humaines, quoi. Voilà, donc ce Pluton en Verseau faisant un sextile à Saturne-Neptune, un autre sextile à Sedna, Mercure, il va falloir une intervention des forces spirituelles qui sont représentées par Neptune et Sedna, et qui peuvent avoir lieu ce mois-ci pour redonner un cap un peu plus, et il se voit ce cap, hein, ça commence à se faire. Donc voilà. Donc j'ai dit que ça va péter, mais bon, ça va pas forcément péter. Mais disons que le problème principal de l'IA, pour le définir un petit peu, pour que je sois bien clair là-dessus, c'est que si le nouveau dualité qui est dans ce nouveau monde, c'est plus droite-gauche, comme quand la conjonction Uranus-Neptune de 1821 a commencé à le créer pour un siècle et demi, 170 ans, eh bien là, la nouvelle dualité, ça va être donc entre l'écoféminisme, ce que j'appelle les spirituautés, les financements de coopération, soit par l'ONU, soit par les COP 21, 22, 28, tout ça, la Terre, ce que les imbéciles appellent le wokisme, c'est-à-dire une espèce d'acceptation de toutes les diversités des êtres humains tels qu'ils sont, avec des nouvelles valeurs, des nouveaux mœurs aussi, sans forcément exagérer non plus le truc de vouloir absolument que ce soit l'avenir. Non, chacun, il y en a qui, voilà, c'est pas la peine de faire un racisme contre les cisgenres, comme on entend quelquefois, et d'introduire des vocabulaires des fois insultants, comme si le fait que les gens, qu'un homme aime bêtement une femme, soit, au lieu d'aimer tout azimut, ça soit un handicap. Non, que chacun a le droit de vraiment d'aimer comme il veut, et qu'on laisse les gens tranquilles. Voilà.
évidemment, ça s'oppose à 4G, 5G, 6G, l'IA, la mort des EHS, les cancers en augmentation, les Covid longs, les caméras de surveillance, les algorithmes complètement qui rendent débiles, les OGM qui reviennent sous, qu'on appelle NBT maintenant, alors c'est OGM, l'ARN messager qu'on fout dans toutes les picouses et qu'on invite et qui va pénétrer modifier les cellules à un niveau extrêmement grave, le glyphosate, le bio qui se casse la gueule, le glyphosate qui augmente, les guerres qui augmentent, le racisme et le nazisme qui augmentent, les réactionnaires qui ont le vent en poupe, tout ça, on voit très bien que plutôt venant de rentrer en verso, on a cette espèce d'aggravation apparente. Faut pas s'inquiéter. Après ce que j'ai dit juste avant, voilà. Mais évidemment, il faut que le négatif, c'est toujours pareil. La conscience voulant évoluer sur Terre, on est obligé d'oublier personne en arrière. Il faut aller chercher les réactionnaires, ceux qui sont plus en retard, en leur disant allez-y, prenez le pouvoir, faites ce que vous voulez, on va voir si ça marche. Évidemment, ça marche jamais, ça donne une catastrophe. Et s'il n'y avait pas eu Hitler quand Christ ou Napoléon, comment les idéaux de la Révolution française, par exemple, sans Napoléon, se seraient répandus partout. Napoléon a voulu répandre de force, il a rendu d'ailleurs, Beethoven était furieux de ça d'ailleurs, et beaucoup de penseurs étaient furieux de ça, parce qu'on ne répand pas des idéaux de liberté par la force. Mais 1848, le printemps des peuples partout en Europe, ça a été grâce au fait qu'il y ait eu cette espèce de guerre mondiale qui était la conquête napoléonienne, qui a fait que les Européens se sont tous sentis reliés par un même destin. De même, Hitler et son espèce les forces de l'Axe, Japon, Italie et Allemagne unis sous la férule du nazisme et du fascisme, et de l'autre côté du stalinisme, ce qui était un fascisme aussi, je rappelle le pacte germano-soviétique, qui était une espèce d'union sacrée entre deux monstres, Staline et Hitler, ça a donné la note clé, c'est ce que disait la Vierge, je crois que c'était à Medjugorje, non c'était avant, il avait été dit, oui c'était à Fatima, bien sûr bien avant qu'il avait été dit qu'il y avait un monstre qui allait devenir l'humanité, ça serait un monstre qui aurait deux têtes. Bah oui, c'était le communisme stalinien et le fascisme, le nazisme allemand qui allait dévorer l'humanité par des idéologies horribles. Donc ces idéologies ont en commun le collectivisme, c'est-à-dire de réduire les individus à l'obéissance à des mouvements collectifs. Ça s'appelle le supermarché, ça s'appelle tous les mouvements d'argent, tout ce qui rapporte maintenant, il faut pouvoir le vendre à des millions d'exemplaires. C'est pour les États-Unis sont les premiers, et pas pour longtemps, parce que ça va être les Chinois les premiers, parce que une fois que ça sera plus de 250 millions, mais ça sera 1 milliard de gens qui achèteront et vendront le même truc en même temps, évidemment, ça sera ce truc-là qui se vendra partout. C'est ce qu'ils ont fait déjà avec des panneaux solaires, si vous regardez bien. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, puisque de toute façon, maintenant, les panneaux solaires sont peu chers et ils peuvent vraiment changer la donne. Voilà, donc le problème principal de l'IA, c'est quoi? En dehors de tout ce que je viens de dire, c'est la diminution drastique de la capacité de pensée consciente. C'est-à-dire que de l'intuition, la pensée libre, par exemple l'écologie profonde ou la pensée spirinotaire, ce que j'appelle tout ça, et ça, qu'est-ce qui se passe? La pensée avec l'IA, ça va être une pensée manipulée, c'est une pensée qui est desséchée, automatisée. Pourquoi? Parce que on fait le point commun entre tout ce qui se raconte sur Internet, et puis l'IA dit ah, c'est ça la vérité. Évidemment, les égos vont se retrouver enfermés dans la matrice. C'est la matrice virtuelle qui est très bien décrite dans le film Matrix. Et ils vont se retrouver enfermés dedans. Ils vont être condamnés à se reproduire sur eux-mêmes, c'est-à-dire à répéter leur propre ego, sans se rendre compte que ça n'a pas de sens, qu'il n'y a plus de projet sens, il n'y a plus de connaissances possibles, parce que l'accumulation de savoir donné par une intelligence artificielle qui rassemble la majorité des savoirs, c'est la garantie du nivellement par le bas. Donc c'est ça que ça va détruire l'IA. C'est pas seulement les centrales nucléaires en trop, puis par les centres qui vont réchauffer encore la planète, les centres de refroidissement des serveurs, tout ça. Alors, c'est quoi le remède? Ben, ça peut être, par exemple, ça peut être l'astro. L'intelligence astrologique, c'est l'IA, la véritable IA, qui va redonner le projet sens cosmique, qui va, comment dire, qui est sous... Ce projet, si vous voulez, cosmique, il est sous-jacent à toutes les destinées individuelles et collectives. C'est-à-dire que dans chaque thème, que ce soit un collectif ou un individu, il y a un projet sens. Et si on prend connaissance de projet sens, on peut restructurer dans la vérité et l'amour toute personne, toute société. Et donc ça va permettre l'action juste de tous, de chacun, mais aussi de tous pour tous.
Voilà, l'expérimenté, c'est ça, c'est des lieux réels d'expérimentation positive du nouveau paradigme de l'ère du Verseau. Donc voilà, donc donc la vraie pilule rouge de Matrix, puisque s'il y a, c'est l'apparition de Matrix, de la matrice dans la psyché humaine. La vraie pilule rouge, c'est pas comme le masculinisme, comme il y en a qui le disent. Et en ce moment, il y a des délires sur Internet avec des masculinistes qui se servent de la pilule rouge pour dire allez, ose reprendre ta souveraineté masculine, tout ça. En fait, c'est des frustrés mal digérés là, qui sont une pseudo-rébellion entièrement orchestrée par des hackers du Big Brother Poutine et puis son fils spirituel satanique Donald Trump, quoi. On est vraiment les 5 années d'Apocalypse, alors qu'en fait la vraie pilule rouge, c'est l'initiation à l'ésotérisme spirituel, par exemple, ce que l'astrologie universelle de mutation propose, ou à la méditation, ou aux différents yogas, ou aux arts martiaux internes, etc., comme on le voit dans le début de Matrix, c'est bien clair. C'est bien un combat à l'intérieur de soi-même. Le vrai djihad, c'est pas aller tuer des gens parce que ils ne croient pas comme nous. C'est un combat interne contre les tendances de l'ego, contre les tendances négatives et non, comment dire, non bénéfiques, non. Je cherche un mot qui soit pas. Ouais, bon, bref. La tendresse, quoi, bordel. Faut dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, tant qu'il y a de la violence, de la méchanceté, de l'horreur, ben voilà, c'est des délires pervers qui sont déviés sur Internet en général, pas par Internet, on pourrait dire, mais sur Internet, qui sont de vraies images ou de vraies images originelles, spirituelles, de vraies œuvres initiatiques, de vraies personnes, de grands maîtres, et c'est transformé en délire, parfois avec des faux maîtres, des trucs comme ça. Donc, faire attention à ça. Donc la pilule rouge, c'est l'initiation, c'est la capacité de retrouver le chemin de l'âme pour chacun. C'est ça. Et puis, donc il faut que chacun, actuellement avec Saturne en bélier, ça y est, il faut prendre la pilule rouge, hein, c'est le signe rouge, le bélier. Sinon, on va pas s'en sortir. Hein, alors, j'ai envie de parler un petit peu de la nouvelle lune de la dernière fois, parce que j'avais pas, comme je sais pas, que j'ai pas de la télé ni rien, et que je suis perdu dans ma campagne, c'est de survivre avec l'irradiation que je subis. J'ai pas vu qu'ils allaient passer l'aide à mourir dans la dignité. C'est bien de revenir sur le thème de la nouvelle lune précédente, juste comme ça. Il y a eu des réactions complètement figées de l'extrême droite et de la droite, tout ça c'est un peu pareil, avec un pseudo-catho, un conservatisme normosé, quoi. Il faut à tout prix protéger la vie. Bon, c'est comme dans l'avortement, il faut protéger la vie, et donc le suicide est interdit, tout ça, bref. Donc on veut par toutes les méthodes, en fait, pour simplifier, si on regarde le thème, vous aviez une conjonction en taureau en maison 6, c'est-à-dire la maison de la santé. En fait, le vrai sujet, c'était pas le droit à mourir dans la dignité, même si Jupiter est en maison 8 et ça posait effectivement la question d'ajouter des lois, hein. Jupiter, maître de la maison 4, mais intercepté. Donc, du coup, on n'a pas posé, le poisson était intercepté. Donc, on n'a pas posé la question spirituelle. Le Nord était en poisson, pourtant Saturne est en poisson. Donc, c'est très important de parler de notre droit à mourir dans la dignité. Et la santé en Scorpion, donc c'était tout à fait ça. Mais le Scorpion ici étant le signe de la mort et de la vérité transcendante aussi. En quoi on n'est pas que des corps, on est des âmes aussi. Et donc, personne n'a vu le vrai problème. Le soleil était pourtant en maison 6, et le vrai problème, c'est la médecine, quoi. C'est-à-dire, personne n'a posé le vrai problème que, en fait, s'il s'agit de mourir, c'est parce qu'il n'y a plus aucune solution. Et qu'on n'a que de la souffrance. Or, personne n'a posé le vrai problème des alternatives à la médecine allopathique officielle. Et ces chimios inefficaces, 4% de guérison des cancers par la chimio en tout, de vraie guérison du cancer selon Laurent Schwartz, l'oncologue célèbre qui a écrit Les Clés du cancer. Donc c'est quand même, c'est pas moi qui dis, hein, voilà. Donc, toutes les méthodes qui sont empêchées, par lesquelles on pourrait sauver des vies. Alors en France, hein, parce qu'il y a d'autres pays où il y a des très bons succès sur les cancers, parce qu'on marie des méthodes allopathiques ou homéopathiques ou énergétiques ou naturopathiques ou acupuncture, etc. Il y a plein de méthodes possibles et elles sont toutes empêchées en France. Comme si ça n'existait pas. On pourrait sauver des centaines de milliers de malades.
du cancer ou des effets secondaires des vaccins. Par exemple, il y a des moyens de nettoyer les effets secondaires négatifs des vaccins. Il n'y a pas eu des effets secondaires des vaccins chez tout le monde. Il y en a qui ont des effets secondaires extrêmement forts et qui en souffrent encore. Mais comme on veut nier que ça existe, alors du coup, on ne donne pas de solution aux gens. Et les solutions existent. Par exemple, vous prenez du NAC ou du glutathion liposomale, mélangé avec de la vitamine C liposomale aussi, et tout ça naturel, bio, et vous avez un nettoyage qui va se faire en profondeur de traces chimiques qui seraient dangereuses. Enfin, bon, voilà, c'est des choses à connaître. Bon, allez voir un seul médecin qui va proposer ça, ça n'existe pas. Donc, le droit à modernité, certes, mais le plus souvent, c'est un droit dans l'ignorance, puisqu'on est pris par les dogmes scientistes de Big Pharma et du trépéténiste hors des médecins, résultat, hors de l'église, point de salut, quoi. C'est-à-dire, on est pris dans une église scientiste qui croit remplacer des religions, qui les remplace vraiment, c'est-à-dire qui remplace le côté complètement négatif pour les religions, c'est-à-dire cette espèce de interdit de penser autrement, cette espèce de censure de Galilée, tout ça. Donc l'obscurantisme n'est pas du tout du côté de l'ésotérisme actuellement, il était du côté de l'ésotérisme au moment des années 18e siècle par là, parce que les Lumières étaient une montée d'Uranus, mais maintenant l'obscurantisme est du côté des pseudosciences que sont les sciences modernes, comme la médecine qui refuse de s'ouvrir au fonctionnement réel de la biologie dans le corps, qui veut penser le corps que comme un composé chimique. Tout ça, c'est de l'ignorance organisée. Donc, et c'est bien aidé donc on débat donc à l'Assemblée, mais entre ignorants du nouveau paradigme de l'ère du Verseau, c'est un paradigme. Alors, est-ce qu'il est interdit? Des fois, il est interdit. Est-ce qu'il est censuré? Ou est-ce que c'est la bêtise bourgeoise qui fait qu'ils ne le voient même pas? Bon, bah là, c'est... Donc, donc... Je vais voir si je peux pas arrêter. Oui, je pense à arrêter peut-être, mais j'ai encore pas mal de choses à dire. Donc, ce que je voulais signaler, c'est que là où c'est connu, ce nouveau paradigme de médecine croisée qui permet de guérir beaucoup plus de gens, c'est souvent aux États-Unis, sur la côte ouest en particulier. On marie plusieurs thérapies différentes et ça a un succès fort pour guérir. C'est les instituts de soins du cancer. Alors évidemment, comme c'est les États-Unis, c'est payant et il n'y a pas de remboursement. C'est surtout les riches qui se payent ça, ce qui fait qu'ils arrivent à guérir des cancers. Mais Trump et ses suiveux, la stupide, ils viennent d'interdire tout ça au nom du retour vers le passé. Alors pas pour eux, en tant que riches, eux ils se réservent ça, mais ils viennent de supprimer l'assurance médicale, tout ça. Donc ce qui fait que voilà, il faut savoir qu'on n'arrête pas la vérité. Elle passe juste dans ce moment un mauvais quart d'heure en bélier avec la chute de Saturne, mais qui va durer encore 2 ans et demi. Donc voilà. La vérité passe un mauvais quart d'heure, c'est tout, mais on ne peut pas l'arrêter, on ne peut pas la tuer. Donc, sachez donc que si vous êtes porteur de projets innovants qui sont liés au nouveau paradigme, ce que j'appelle le nouveau paradigme donc de l'ère du Verseau, cette ère de fraternité qui ne fait que commencer, donc il va mettre du temps à arriver à la fraternité, mais la note clé, c'est cette fraternité entre des intelligences collectives qui se fonctionnent entre elles par réseau et qui amènent des gouvernances libertaires, c'est-à-dire des gouvernances et spirituelles à la fois, ce qui n'a jamais été fait encore. Donc c'est le moment. C'est Saturne, Neptune qui entre en bélier, car il y a plus rien à craindre d'un système qui s'écroule, tout en montrant ses muscles pour rester quand même figé dans la répétition de son cinéma de pouvoir, quoi. Mais à cause de la crise inévitable, alors crise, hein, on parle de la crise depuis environ 50 ans maintenant, 60 ans, donc encore la crise. Ça veut dire quoi, crise? C'est les fissures successives qui sont dans un barrage qui pète, quoi, qui se fissure petit à petit, qui va péter, qui va tout lâcher. Donc la crise est inévitable, mais ça sera difficile encore pendant 2 ans encore, hein, à cause de cette crise. Mais le succès sourira à tous les audacieux, persévérants et chanceux aussi. Il faut de la chance aussi. En 2027, quand il y aura le début de cycle de 60 ans du solaire, selon mes travaux, parce que là, personne ne peut dire ça, donc dites-moi qui peut le dire.
mais dont, à cause que j'utilise un système avec les parts du monde mondial, les parts du monde, c'est un système d'astrologie complètement nouvelle que j'utilise et qui marche très très bien, c'est incroyable. Bon, bref. La fin du cycle de Mars, donc la fin du cycle de l'hyper-compétitivation et destructrice, et de la masculinité toxique inscrite dans la société, qui a commencé donc en 1967. La date où ça a commencé, c'est à peu près celle où Israël est passé d'un sionisme, on va dire pacifique, avec les kibbutz et l'aide de l'ONU pour créer une terre normale pour des gens qui étaient en diaspora et qui ont tellement souffert. C'était quelque chose de logique et de normal. C'est là où il est passé d'un seul coup dans une espèce de par la guerre, par la réaction de guerre, il est passé dans une espèce de colonialisme plus ou moins facho, tout doucement. Bon, il faut attendre Netanyahou pour que ce soit vraiment réellement facho. Et là, non seulement c'est facho, mais c'est carrément devenu nazi, avec une tentative d'extermination, de génocide des Palestiniens, ou de déplacement entier de tout un peuple, comme avaient fait les Turcs avec les Arméniens. Donc c'est un peu, on est vraiment dans le retour en arrière avec Netanyahou très très fort. Hein. Et être anti-nazi, c'est être anti-Netanyahou, puisqu'il trahit toute la mémoire du peuple juif. Et s'il y a de l'antisémitisme qui remonte, c'est très triste, certes, c'est dégueulasse, mais c'est bien grâce à lui, parce qu'il fait tout ce qu'il faut pour faire haïr un peuple qui n'avait pas besoin de ça, quoi, vraiment. Que ce soit l'antisémitisme, l'anti-islamisme, de toute façon, c'est des conneries. Je vais arrêter là, je vais essayer de vous donner un petit résumé autrement d'autres aspects. Bon, je vais m'arrêter là parce que je vais quand même vous donner Enfin, je vais m'arrêter là, je vais prendre encore un quart d'heure pour vous donner une espèce de revue de presse, comme j'aime bien faire sur ce qui se passe sur la radio française, puisqu'on a quand même la chance d'avoir une radio publique. Et en tant que service public, c'est organisé avec des enquêtes de terrain et même des enquêtes très approfondies parfois, qui permettent que bien qu'il y ait une idéologie très très visible, en particulier sur ce que le scientiste, par exemple, ils sont pas du tout au courant de ce qui se passe, ils sont en plein dedans, mais sur certains sujets, ils invitent des penseurs, puisqu'ils essaient d'inviter tout le monde quand même, c'est pas les penseurs que je préfère, mais ils en invitent pas mal quand même. Mais c'est intéressant parce que comme c'est une radio qui est écoutée, c'est des radios qui sont écoutées par le maximum de la population quand même, ça permet de voir soit quelles sont les idées qui sont acceptées par le système et qui vont finalement avoir lieu, soit aussi les réactions, un peu les combats d'arrière-garde qui sont menés par le système de pensée dominant, la matrice comme j'appelle ça. Voilà, donc je tiens à signaler le grand face-à-face là entre avec Natacha Polony qui est souvent intéressante. C'est la gauche chevènementiste, donc c'est pas l'extrême gauche, mais disons qu'ils sont souvent intéressants. Bon, ils sont trop souvent d'accord entre eux, mais enfin c'est pas grave. Les deux derniers, le grand face-à-face qui a eu lieu récemment, c'est celui du 17 mai. Ça a lieu tous les samedis à midi. Je rate pas parce que vraiment souvent il y a un invité qui enfin je rate souvent, mais disons que des fois je rate pas. Là c'est Eva Elouz qui a écrit Malaise dans la vie intérieure, ce qui ressemble au bouquin de Freud, Malaise dans la civilisation, bouquin qui parlait des pulsions réfrénées par la société, par le collectif, quoi. Et là elle parle des émotions qui sont réfrénées et en quoi la crise et le déclin, voilà, les questions politiques en fait agissent sur les émotions et comment les émotions agissent également sur les émotions qui sont apparemment individuelles en fait vont agir sur le plan politique. Alors ça c'est très intéressant parce que c'est exactement ce que dit l'astro. C'est pour ça qu'elle est mal comprise parce que peu de gens disent cela. Et là elle l'affirme très clairement par une étude. Son bouquin s'appelle Explosive modernité, malaise dans la vie intérieure. Et donc elle montre comment, parce que j'avais déjà décrit plusieurs fois ici, que j'avais recommandé Propaganda qui étudie les travaux de Bayles là, qui ont été utilisés par Goebbels pour manipuler tout le peuple allemand, ce qui fait qu'à la fin tous les Allemands pratiquement ont été nazis à la fin des années 30, tous persuadés que Hitler était quelqu'un de formidable, de même que tout le monde chialait comme des madeleines en Russie quand Staline est mort, que c'était un monstre
voilà, c'est comment on peut laver le cerveau des masses par de la manipulation des émotions par les politiciens, et c'est en train encore d'avoir lieu actuellement sur l'extrême droite. Le deuxième aspect d'utilisation des images, c'est les images souhaits, hein, par exemple les images désir, quoi. C'est ce que j'appelle les fils de pub, tous ceux qui ont été grandis devant la télé, quoi. Et puis les cinémas, les écrans, tout ça, qui nous montrent des images de ce qu'il faudrait être. Et les gens ne se rendent pas compte qu'ils absorbent ainsi des modèles, des normes, ce que j'appelle la normose, qui est créée beaucoup par les images, alors que l'écrit ne crée moins la normose parce qu'on peut réfléchir sur un écrit. Mais plus vous êtes dans l'image, l'image ne laisse pas liberté en fait, elle vous enferme dans quelque chose, elle vous empêche de penser souvent. Et l'image s'adresse directement à l'émotionnel. Et la troisième manière, c'est encore plus subtil maintenant, c'est plus récent, c'est par la culture psychologique, par des recherches psychologiques, on va créer des bases d'émotions truquées, quoi, pour décider de nos opinions et de nos relations. Alors c'est ce qu'on appelle les nudges, c'est ce qu'on appelle enfin les algos, les algos secrets de Facebook et tout ça, ou de l'intelligence artificielle, qui sont extrêmement dangereux parce qu'ils visent à modeler complètement. Donc nos émotions poursuivent le travail de la société en nous, et la société poursuit le travail des émotions en les truquant pour. C'est la même qu'avait écrit Apicratie, donc elle est très intéressante. Et alors elle a vu quelque chose qui est primordial, c'est que les émotions, c'est de la cognition très rapide sur la relation, elle dit. Et c'est vrai, alors moi je rajoute que c'est tellement rapide que ça chante le mental. Donc l'avantage, c'est qu'il y a moins de contrôle mental, c'est-à-dire on est moins dans le moralisme, dans quelque chose comme autrefois au 19e siècle. Il y a plus de spontanéité, mais le problème que ça crée, c'est que les émotions peuvent nous dépasser aussi. Alors du coup, il y a moins de sens critique, on n'est plus capable d'analyser ce qu'on voit, on plonge dedans, on se fait rouler dans la farine, et du coup, une fois qu'on est manipulé, il y a plus de mensonges, parce que quand on a été manipulé, on devient porteur de mensonges aussi, on aime mentir. Donc les gens qui ont été manipulés, soit au niveau parental, soit au niveau sociétal, aiment mentir parce que maintenir le personnage, un faux self, une image de soi qui est fausse, nécessite beaucoup de mensonges. Hein. Ça ne peut pas être maintenu en restant naturel, évidemment. C'est l'inverse de rester naturel. Elle propose aussi des émotions nouvelles pour réorienter le politique, parce que dans le politique, comme j'ai déjà décrit, comment dire, c'est ce que Castoriadis disait, hein, aussi, et ce que j'ai décrit, il y a le consumérisme, ça implique la frustration, qui implique le ressentiment reichien. Reich aussi avait décrit ça, Castoriadis n'a rien inventé, et le ressentiment, comme disait Wilhelm Reich, amène le fascisme, ou alors la nostalgie un peu destructrice, qui est propre au mouvement aussi réactionnaire, quoi. Fasciste, c'est un mouvement qui va de l'avant de manière destructrice, genre Elon Musk, et puis la nostalgie, c'est genre Trump, quoi, c'est MAGA, quoi. On va essayer de revenir en arrière très très fort, je vais mettre tout le paquet pour revenir en arrière, et comme ça on sera aussi fort qu'on l'était avant, ce qui évidemment ne marche jamais, mais bon, ça fait beaucoup de dégâts si on essaie de le faire. Donc ça crée des désenchantements, de la déception, bref, tout ça. Donc ça, si on peut avoir la gratitude et se sourire les uns et les autres, déjà c'est une émotion qu'on peut réintroduire, l'humour, la gratitude, l'amour, voilà. Et comme il faut lutter aussi, indignez-vous, disait Stéphane Hessel, l'indignation. Si on rajoute ces deux émotions ensemble, en les unifiant, c'est ça l'esprit-nauté. C'est un moyen de combattre plus facilement parce qu'on se valorise les uns les autres par des relations fraternelles, et en même temps on est plus fort à plusieurs. C'est ce qui se passe actuellement, les mouvements comme les soulèvements de la terre, tout ça. Il y a beaucoup de solidarité fraternelle qui va réorienter justement le politique, quoi. Et c'est vrai que elle raconte aussi que l'espoir est en train de se casser la gueule, la méritocratie, l'espérance du bonheur. Dans la Constitution américaine, c'est la poursuite du bonheur individuel. Voilà, on promet ça dans la Constitution américaine. C'est promis carrément à chaque citoyen américain de laisser la liberté de la poursuite du bonheur. Alors, est-ce qu'il le rattrape jamais? On ne sait pas, mais c'est inscrit dans la Constitution. On a le droit de poursuivre son bonheur individuel. C'est la base de l'humanisme moderne apparu au moment des Lumières. Et le contrat social moderne, rousseauiste, on pourrait dire, il est fait comme ça, quoi. Et les pays comme les États-Unis et la France contiennent ce Pluton en Verseau dans les années 1770, tout ça, et qui contenait cet espoir. Il est en train de mourir parce que la Terre est en train de crever, quoi. Donc, en fait,
c'est un optimisme cruel qui nous reste, quoi, parce que ce qu'elle dit, parce que on est homelessness, c'est-à-dire on n'a plus de maison, quoi. La terre c'est notre maison. Ce que les écolos appellent plutôt la solastalgie, c'est un mot plus français, quoi. C'est-à-dire l'univers, l'espace du monde, de la société devient étranger, étouffant, même hostile, comme pour les EHS, c'est carrément leur espace est en train de les tuer. Il devient étranger à soi-même, à ses désirs de bonheur. Donc, si on peut plus se projeter dans l'avenir, comment le projet utopique démocratique des Lumières va-t-il survivre? Parce que ce projet, il n'était pas seulement pragmatique, il a été pragmatique à travers les constitutions, mais la constitution vient toujours en second, après l'idéologie, c'est-à-dire l'idéal, et le fait qu'il y ait des révoltes, une révolution américaine, une révolution française. Donc, est-ce qu'il faut une autre révolution? En tout cas, ce projet utopique, est-ce qu'il peut survivre si l'avenir est vu que comme une défaite totale de la pensée? S'il y a trop de pessimisme, on ne fait rien, ça c'est sûr. C'est ça qui fait que tous les enseignements le disent, c'est la foi qui sauve. Hein. Or la foi, c'est pas forcément la foi en un Dieu fait de telle manière qui s'appelle Christ. Ah non, c'est Bouddha. Ah non, tais-toi, c'est Allah. C'est moi qui rien. C'est pas ça. C'est la foi en des valeurs supérieures à tous les êtres humains. Dans ce sens-là, il y a un seul Dieu comme il y a un seul soleil. Hein. Enfin, il y a un seul soleil pour la planète Terre, je veux dire. Ces valeurs, quelles sont-elles? Elles peuvent être résumées aussi en dehors des églises, dans l'église on va dire l'amour universel, on va dire le don de soi, on va dire les deux, mais ça peut être aussi liberté, égalité, fraternité, tout ça c'est venu d'intuition spirituelle aussi. Donc en fait, si on propose maintenant liberté, c'est la liberté des riches, égalité, l'égalité formelle elle est promise, mais dans les faits elle n'est pas du tout réalisée. Donc ça la fraternité, n'en parlons pas, elle n'existe plus, puisque l'appartement de l'égalité est foulé aux pieds par l'oligocratie, quoi. Voilà. Ça engendre une colère terrible par la démocratie elle-même, puisque comme on a le droit de voter, on nous demande de donner notre avis, on est contre, et ça fait des promesses qui sont affichées, qui sont non réalisées, et puis voire qui sont inversées actuellement, quoi. C'est-à-dire que plus ça va mal, plus les promesses sont délirantes et fausses et mensongères, et plus elles sont mensongères, plus les gens y croient et plus ils votent, quoi. C'est ce qui se passe à l'extrême droite, quoi. Donc ça c'est le dernier grand face-à-face, c'était récemment là, le 24 mai, là aussi il y a un bouquin extraordinaire qui est sorti. Toutes ces recherches confirment en fait ce que je disais en astro depuis très longtemps, et on m'a souvent dit ah oui mais d'où tu sors ça, c'est pas comme ça qu'il faut penser. C'est comme si les pionniers étaient toujours un petit peu, quand on est un peu trop en avance, on se fait critiquer parce qu'en fait les gens ne voient pas que en fait les sujets que j'avance maintenant. Enfin, ces sujets-là, je les ai avancés il y a plusieurs années déjà, mais ils sont en train de venir dans les bouquins actuels, quoi. Donc c'est l'avantage d'Astro, c'est d'avoir ce temps d'avance qui permet, comme on est très en retard au niveau du changement climatique, il faudrait qu'elle soit utilisée comme conseil pour pouvoir avancer, quoi. Dans les conseils c'est pas des conseils de lecture, même si les 2 livres qu'ils ont fait, ces gens-là, sont vraiment sûrement à lire. Hein. Je les ai pas lus, évidemment, je viens de l'apprendre moi-même. Il y a eu sur la Terre au carré, toujours une émission que je recommande, surtout le mercredi quand il y a Cyril Dion qui fait son petit discours. S'il continue comme ça, on va le nommer futur président de la France, ça serait rigolo. Il voudra certainement pas être candidat puisque c'est pas son rôle, mais c'est marrant, quoi. Il contient vraiment en résumé ce que je dis. Forcément, on est venu de la même source puisqu'on a tous les deux fait partie du réseau Asis de Pierre Rabhi. Et on a été les organisateurs à l'intérieur de ce mouvement. Il y a un bouquin d'Hélène Torgeman, alors elle est pas mal aussi sur la croissance verte contre la nature, c'est-à-dire qu'elle dénonce le processus de développement d'un espèce de capitalisme vert. Et ça fait partie de la série sur l'histoire du capitalisme qui est très intéressante, que je recommande. Il y en a 6, et essayez de les podcaster une par une, les écouter, parce que on a un besoin crucial actuellement de panoptique, de vision synthétique. L'astrologie permet ça, mais il y a des émissions comme ça qui le permettent, parce que sinon il y en a une désagrégation de tous les critères d'analyse du sociopolitique,
tout ça est dispersé, réduit en petits morceaux. Voilà, donc il y a l'astrologie. Bon, Saturne en Bélier, j'ai déjà décrit que c'était un processus de connaissance qui pouvait dégringoler, quoi. Comme si la connaissance, ben, si on veut pas qu'elle dégringole, faut faire un effort, Bélier, effort supplémentaire pour restructurer en fait une pensée qui est uniquement agressive, quoi, qui risque de tomber dans les opinions stupides qui s'opposent les unes aux autres. L'astrologie universelle de mutation, là, celle que je pratique, elle permet cette restructuration profonde de la pensée qui est devenue chaotique, quoi. Donc c'est pour ça que je dis que c'est une science de l'âme, quoi. C'est la science matérialiste qui échoue à considérer l'âme des personnes, qui veut pas les voir, qui croit que l'âme c'est un concept religieux. Mais non, on a des preuves avec les EMI par exemple de tout ça. Alors c'est marrant parce que il y avait une émission que j'écoute rarement parce que ils sont un peu énervants tellement ils sont bêtes, mais enfin là j'ai écouté parce que il y avait un neurobiologue et ils allaient parler de EMI, donc ce qu'on appelle les expériences de mort imminente, les NDE en anglais, NDE, Near Death Experience, les expériences proches de la mort, ou expériences de mort imminente. Et évidemment, la neurobiologie est complètement à côté de la plaque. C'est-à-dire, on écoute l'émission et on s'aperçoit que tout ce qui est dit est très intéressant, certes, les zones du cerveau qui permettent, par exemple, qui s'activent quand il y a des corporations et tout ça, c'est très intéressant. Mais il y a un trucage de ce que j'appelle la fake science matérialiste, qui est réductionniste, et qui au lieu de dire la réalité des expériences qui ont été faites, elle trie. Elle est en déni de réalité, c'est-à-dire qu'elle va trier dans l'expérience qui confirme ce qu'elle veut croire sur le phénomène, et elle va éliminer les faits eux-mêmes qui montrent que ce n'est pas cela. Donc ça, c'est une malhonnêteté énorme. Et c'est ça la nouvelle science qu'on veut nous imposer. C'est une science malhonnête, c'est une science qui est dans le déni de réalité. Or, si vous déniez la réalité, vous n'êtes pas dans la science, vous êtes dans la religion. Donc ces gens-là sont là pour... Oui, ils vont s'opposer à l'obscurantisme, je pense à... Enfin bon, on va pas citer tous ces gens qui font partie un peu d'organisations secrètes, on va dire, qui sont bien connus, et qui ont pour but, en fait, d'amener une espèce de rationalisme à devenir la seule religion possible pour l'humanité. Mais non, devenir rationnel, oui, mais le rationalisme, c'est une déviance religieuse d'un phénomène qui est la rationalité, qui s'appelle l'intelligence. Donc, les régions d'intelligence ne sont pas rationalistes. Ils sont rationnels, ce qui n'est pas pareil. Donc, l'exemple je vous donne juste le contre-argument pour que vous le connaissiez. Aux États-Unis, il y a une expérience qui a été faite où on a posé des images sur le haut des armoires, puisqu'à chaque fois le phénomène le plus courant quand les gens se décorporent au moment de l'expérience, alors tout le monde ne le fait pas, disons que quand des gens vivent un arrêt du cœur ou une espèce d'arrêt du cœur prolongé, donc ce qu'on appelle l'expérience de mort imminente, il y en a plus d'un tiers qui vit une décorporation. Alors, eux, ils disent que c'est une croyance de décorporation, une imagination de décorporation qui a lieu dans le cerveau. Bon, pourquoi pas, il faut rester ouvert à cette hypothèse-là. Alors, comment ils vont démontrer qu'elle est vraie? Ils vont démontrer parce que la région de la décorporation, si vous l'activez autrement, vous avez l'impression de vous décorporer. Très bien, il y a donc bien une zone du cerveau, sur le tableau de bord qu'est le cerveau, sur l'écran de l'ordinateur qu'est le cerveau, il y a bien quelque chose qui se passe qui montre qu'une zone correspond à ça. Mais est-ce que ça veut dire qu'elle est cause de la décorporation? Ben non. Alors, quelle est la preuve de ça? Ben, tout simplement, aux États-Unis, ils l'ont fait en mettant sur le haut des armoires des posters tournés vers le haut. Évidemment, quand vous rentrez dans la chambre d'hôpital, c'est dans les hôpitaux, là où les gens sont en danger de mort que ça a lieu. Vous voyez pas, vous savez même pas qu'il y a une image posée à l'envers, qui est posée sur le haut de l'armoire, qui peut être lue donc que du haut, donc à 2 mètres de hauteur. Personne ne lit là, à moins que quelqu'un rentre dans la chambre, il fait 2,50 m de hauteur, lui il voit, ah tiens c'est marrant, il y a un poster sur l'armoire, mais c'est le seul, hein. Donc personne ne sait qu'il y a des posters sur l'armoire, ils ont mis un poster différent. Bon ben l'Empire State Building dans une chambre 1, Marilyn Monroe sur la chambre 2, un clown dans la chambre 3, un arbre magnifique plein de fleurs sur la chambre 4, voilà. Donc le mec a mis les posters, il les a dépliés, il se rappelle même plus, on a mis 15 comme ça dans toutes les chambres des urgences d'un grand hôpital californien. Je crois que c'est souvent californiens qui font ce genre d'expérience pour savoir. Et le résultat, il est cela. Alors, est-ce que la personne s'imagine se décorporer? S'il s'imagine se décorporer, elle va pas pouvoir voir ce qu'il y a sur les posters, évidemment, puisqu'elle est dans son cerveau, elle s'imagine qu'elle sort du corps. Ben, l'expérience est concluante. C'est-à-dire que non seulement ces décorporations sont pas
une histoire que raconte la personne parce qu'elle a cru sortir de son corps, mais la personne revient et elle décrit carrément, c'est marrant, je me suis vu mon corps dessus, et c'est marrant, j'ai vu qu'il y avait un poster de Marilyn Monroe qui a été oublié sur l'armoire. C'est bizarre. Voilà. Et ils vont décrire exactement le poster. Et même, des fois, la personne s'est dit, c'est marrant, parce que j'ai pu sortir dans la chambre à côté. Et là, il y avait un poster dans l'Empire Building, c'est bizarre. Et il y avait un malade, et il décrit le malade de la chambre à côté, alors qu'évidemment, il est rentré en urgence, il n'a jamais vu la personne de la chambre à côté. Donc, il décrit sa couleur de peau, il décrit que c'est dingue, voilà, le mari est rentré, c'était des blacks, le mari rentrait avec des tulipes jaunes, enfin des trucs qu'il a pas vu. Il le voit à partir du moment où il est en décorporation, il décrit parfaitement les choses qui se passent dans la pièce à côté, alors qu'il n'y a jamais été et que personne ne lui en a parlé. Donc, on a bien, quand la personne revient dans son corps et qu'elle décrit, il y a eu des cas de décorporation dans la chambre d'hôpital où le massage cardiaque était fait par électricité, où la personne se décorporait et lisait le numéro de série du billard, quoi, de la table d'opération. Il lisait le numéro de série parce qu'il se retrouvait à l'arrière et bêtement, c'est quelqu'un un comptable qui aimait bien les chiffres, il lit le numéro de série. Et quand il est sorti de son corps, et puis il s'était dit aussi, c'est marrant, j'ai dit le numéro de série, on va voir. Puis quand il est ramené dans son corps par le choc électrique, bon, ça lui fait mal. Puis après il se dit, tiens, c'est marrant, est-ce que c'est vrai que voilà. Alors évidemment, il a été transporté comment dire, en chariot roulant, là, il a jamais été sous la table pour lire le numéro de série. Il a toujours été sur la table, donc c'est impossible qu'il connaisse le numéro de série. Et il dit, le docteur lui demande, mais oui, vous êtes imaginé ça, mais vous savez, vous êtes resté bien sur la table, moi je vous avais bien, moi vous n'êtes pas sorti, vous inquiétez pas, c'est moi qui sais, puisque je vous ai vu, non, c'est votre imaginaire tout ça. Et le type lui dit, ben allez vérifier, parce que le numéro de série c'est ta, et il donne le numéro de série au chirurgien. Le chirurgien dit, non, mais c'est votre imaginaire. Mais allez vérifier, qu'il dit, si c'est mon imaginaire, comme c'est un truc à 5 chiffres, ça fait une chance sur 10 000 seulement que ça soit bon. Donc je vous demande d'aller vérifier, parce que moi j'avais vraiment l'impression que je voyais tout, que j'étais dehors. Alors le chirurgien rigolard, un peu goguenard, il dit, bon voilà, eh ben, le numéro de série, je vais vous le dire, allez, où est-ce qu'il est marqué? Ah oui, numéro de série, et tac, il dit, oh putain. C'était exactement, évidemment, le numéro de série qu'avait dit cette personne, etc., etc. Des preuves comme ça, il y en a. Donc on est en face de gens qui vous prennent, qui vous éliminent. En fait, je refuse de regarder, donc d'étudier ce qui échappe à mon explication rationaliste que je veux privilégier, car je décrète en fait d'avance que ça n'existe pas. Décrétant d'avance que ça n'existe pas, je trouve des raisons explicatives d'un phénomène par l'allumage de certains neurones et tout ça. Alors que c'est l'allumage des neurones et l'effet de cette sortie du corps par l'âme, donc qui existe bel et bien, et qui est prouvé scientifiquement désormais. Donc il n'y a que les Français qui ne sont pas au courant de ça. Voilà, je voulais parler de ça aussi, mais c'est très important, et je vais vraiment cette fois m'arrêter là. Je crois que j'ai fait le tour il sort beaucoup de choses très intéressantes en ce moment, je trouve, hein, ça, qui permettent de... ah oui, il y a eu aussi Secret d'info sur l'hexane, un gaz, ça, le 24 mai, là. Alors ça, pour le scientiste, qui est le sujet quand même de Saturne en Bélier et Neptune, c'est la nouvelle religion mondiale dangereuse d'un rationalisme exacerbé, matérialiste et tout, il décrit l'hexane qui est un produit absolument pas dangereux, qui est empoisonné tout, hein. Rappel, c'est la dose qui fait le poison, or la dose a été dépassée partout. Alors cette émission est très intéressante, sauf le petit problème où le problème de l'existence de traces de ça dans la bio a été exagéré. Ils font souvent ça parce qu'ils sont eux-mêmes mangeant des trucs pas bio. Il faut pas se contenter de sonner l'alerte, il faut voir les endroits aussi où c'est alerte. La plupart des produits bio sont tout à fait exempts de produits chimiques, mais on retrouve des traces, et il faut pas leur faire le procès. Évidemment, un champ bio peut être par un coup de vent, peut être tout d'un coup intoxiqué, mais il y aura forcément 1000 fois moins de produits chimiques que dans le champ à côté qui n'est pas bio. Donc, à l'heure où on réautorise des poisons violents pour tout l'environnement et qui sont cancérogènes, comme le glyphosate, tout ça, parce que les paysans, soi-disant, enfin la FNSEA, le syndicat paysan de la FNSEA, comme c'est le chef de la FNSEA, c'est propriétaire d'une grande usine d'agrochimie, comme par hasard, il demande, ah non, c'est inacceptable, il demande
suivis par tous les paysans comme des moutons, quoi, qui croient qu'on défend leur point de vue alors qu'en fait on ne fait que les manipuler. C'est leur propre syndicat qui les manipule. Bref, donc c'est la dose qui fait le poison. Donc quand il y a 1000 fois moins d'un produit qu'on trouve en trace dans le bio, mangez bio quand même, évidemment, parce que sinon vous empoisonnez. Donc alors l'hexane partout, ça démontre cette émission, les systèmes qui sont été mis en place, qui sont des fausses études scientifiques. Donc c'est pas de la science, encore une fois, la vraie science n'est pas pervertie comme ça. C'est le mélange du capital et de la science qui fait qu'il y a une fake science qui est en route et qui est en train de devenir l'idéologie principale de la France. C'est pour ça que c'est le deuxième cavalier d'Apocalypse, c'est la France. Sinon, c'est vraiment grâce à l'ordre des médecins comme structure derrière, grâce à une espèce d'idéalisation du rationalisme qu'on trouve beaucoup en France, le pays de Descartes, je rappelle. Eh bien, d'ailleurs, Descartes n'était pas rationaliste, hein, non, bref, il était très très raisonnable et très méditant aussi. Bref. En tout cas, sa formule je pense donc je suis nous a bien foutu dedans parce que c'est je suis donc je pense et non pas il a inversé la cause et l'effet, ce qui évidemment après crée beaucoup de problèmes. Donc voilà ce trucage de la fake science là, un petit peu matérialiste, réductionniste, on le voit à l'œuvre dans toutes les études qui ont été faites autour de l'hexane. Et moi et on peut faire, moi je fais un parallèle exact, mais tout à fait exact qu'on peut faire avec la toxicité des ondes électromagnétiques qui sera sûrement un scandale dans 10 ans. Mais pour l'instant, on en est là, il y a un mensonge, et on se dira en disant, mais comment on a pu laisser faire un tel scandale humanitaire, un tel scandale sanitaire, comment on a pu tuer des gens en disant que ce qu'ils vivaient n'était pas vrai, alors qu'ils étaient, on était simplement en train d'expérimenter sur des êtres humains, comme il y a un film sur Mengele qui est sorti dans les camps nazis, là, le docteur des nazis, qui fait des expérimentations sur les êtres humains. Ben, depuis avec les ondes électromagnétiques comme avec l'ARN messager, on fait l'expérimentation à grande échelle, et ce n'est pas de la vraie science. C'est quelque chose qui élimine, qui met de côté toute réalité qui pourrait déranger des croyances rationalistes. Voilà, donc j'inverse totalement grâce à cette démonstration qui est, je l'espère, très claire, j'inverse totalement l'accusation d'obscurantisme. Le grand obscurantisme, c'est de croire que Pasteur, qui était un génie à son époque, est encore le modèle de la science moderne, alors qu'on sait maintenant, en étudiant Pasteur, qu'il s'est beaucoup bourré, qu'il a fait avancer effectivement le vaccin contre la rage, mais que les recherches les plus avancées dans le domaine, il a un peu copié Béchamp, qui a découvert avec lui les microbes, et Béchamp a été complètement oublié. Et si on suit les enseignements de Béchamp, il faudrait faire les vaccins totalement différemment, et on pourrait dire que l'idéologie actuelle est un peu pervertie. Il faudrait reprendre ces travaux et faire autrement. Et ça permettrait une médecine beaucoup plus évolutive, beaucoup plus moderne, beaucoup plus... à chaque fois, il ne s'agit pas de critiquer un truc existant, il s'agit de voir que quand on monte plus haut, quand on monte sur l'épaule des géants, on voit plus loin. Il faut monter sur les épaules de Pasteur, pour ça s'intéresser à Béchamp, et du coup voir comment on peut gérer tous les micro-organismes. Et il y a des gens maintenant qui commencent à travailler vraiment là-dessus, en faisant le nettoyage des micro-organismes dans le corps, beaucoup plus efficace que ce que... bien que la vaccination ait sauvé des milliers de vies, hein, c'est pas la. Mais si on reste dans un obscurantisme comme ça, ça sauve plus personne, parce que en ne voyant pas voir le problème, on se bouche les yeux sur les effets secondaires, et résultat, on les augmente sans arrêt, jusqu'à ce que ça devienne contre-productif. Bientôt, on aura le rapport bénéfice-risque qui sera inversé, et peut-être il l'est déjà. Il a peut-être déjà été, on va l'apprendre avec le sextile Saturne, Neptune, Pluton. On va apprendre vraiment ce qui s'est passé en 2019 et 2020 très très bientôt. Voilà, et donc ça confirmera pour certains ce qu'ils ont pensé, pour d'autres, je pense que ça apprendra des choses à tout le monde, que vous y été pour les vaccinations ou contre, tout le monde va apprendre des choses, parce qu'on va enfin avoir des vraies recherches scientifiques qui vont révéler, alors peut-être elles seront dissimulées, puisque maintenant il y a un grand danger d'une espèce de dictature mondiale de la pensée unique. Et ça, évidemment, ça peut faire que ce que j'annonce là va devenir faux, mais c'est pas de la faute d'astrologue, c'est la faute que ceux qui vont vous révéler ces choses-là seront interdits de parole
ou seront empêchés de révéler ce qui est. Ça, c'est autre chose. Hein. Ça, on n'y peut rien. Ben, j'arrête. Encore une fois, j'ai fait près de 2 heures. Je suis désolé, j'espère que ça vous intéresse quand même. Mettez des petits pouces et des remarques et puis ou des questions. Parce que évidemment, je fonctionne mieux quand j'ai Là, je fais ça tout seul parce que je suis très isolé. Et donc, quand je suis en cours, je sais que ça plaît bien aux gens parce qu'ils posent des questions. Évidemment, j'ai une réponse élaborée astrologiquement pour chaque question. Mais là, je fais un peu tout seul selon mon inspiration en courant sur le thème. Bonne méditation donc pour cette prochaine nouvelle lune, 5 heures du matin. Donc, commencez à 4h50 et puis méditer au moins jusqu'à 5h10. Commencer plutôt à 4h45 plutôt pour être à l'aise et envoyer de l'énergie pour que cette nouvelle science qui sauve le monde soit celle du vivre ensemble, celle des spiritualités, de la fraternité, du nouveau paradigme du Verseau et non pas celle de ces manipulateurs de la conscience humaine que sont les comment dire les grands manipulateurs des réseaux, quoi. C'est-à-dire, voilà, ce qu'on appelle les GAFAM, ce que j'appelle les Big Fish, là. Voilà. Allez, bonne continuation à tous et merci de votre attention.